Tout commence en 2014 à Santa Croce Camerina, une petite commune qui se situe dans le sud de la Sicile. La famille Stival est une famille italienne plutôt classique. David, c'est le père de famille, il a 29 ans et il travaille comme camionneur. Il est amené à se déplacer très souvent dans toute l'Italie, donc dans le cadre de sa profession, et en tout, il ne passe qu'une dizaine de jours par mois chez lui avec sa famille. Sa compagne, Veronica Panarello, elle a 26 ans. Elle est mère au foyer et s'occupe de leurs 2 enfants, Loris, âgé de 8 ans, et Diego, âgé de 3 ans. Pour vous parler rapidement de la façon dont ils se sont rencontrés, ça se passe durant leur adolescence. C'est au début des années 2000 et quand David rencontre Veronica, il a un coup de foudre. Ils se fréquentent et Veronica tombe très rapidement enceinte, elle n'a que 17 ans, mais tous les deux veulent garder cet enfant et ils veulent faire leur vie ensemble. L'une des autres raisons qui a poussé Veronica à vouloir garder son enfant, c'est qu'elle a une sorte d'idéal en tête. Elle veut créer sa propre famille. En fait, elle a un parcours de vie assez particulier, Veronica. À savoir que sa mère a eu 5 enfants de 3 pères différents. Et à l'adolescence, Veronica, elle découvre qu'en fait, elle est le fruit d'une relation adultérine de sa mère. Donc l'homme qu'elle considérait jusque-là comme son père n'était en fait pas son père biologique. Et quand elle est parvenue à retrouver la trace de son père biologique, elle lui a clairement fait comprendre qu'il n'était pas intéressé. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué la jeune femme. Elle n'est jamais parvenue à pardonner à sa mère cette infidélité et tout le mal-être que ça a pu occasionner chez elle. Du coup, à partir de l'adolescence, les 2 femmes commencent à entretenir des rapports très tendus. Veronica n'entretient pas non plus de très bons rapports avec le reste de ses frères et sœurs. En fait, la famille Panarello, c'est une famille où les membres ne sont pas très soudés. Il n'y a pas beaucoup de solidarité entre eux. Du coup, dès son plus jeune âge, elle cherche à rencontrer un homme pour créer avec lui une famille soudée, un homme qui lui serait loyal et qui resterait toujours à ses côtés. Et cet homme, elle l'a trouvé en la personne de David. David, il vient d'une famille assez soudée. Alors, ses parents, Andrea et Pinuccia, sont séparés depuis plusieurs années, mais malgré ça, il entretient de très bons rapports, que ce soit avec son père, sa mère et le reste de sa famille. Et puis David, c'est un gentil garçon. À Santa Croce Camerina, il est vu comme un bosseur, un bon père de famille, quelqu'un d'honnête. Veronica, elle est également vue comme une bonne mère de famille. Elle est femme au foyer, donc elle s'occupe constamment de ses enfants. Elle a quelques occupations, comme aller à des cours de cuisine, mais elle n'a pas beaucoup d'amis. Vue de l'extérieur, c'est une famille simple et tranquille. À présent, on vient à la journée qui nous intéresse, à savoir le 29 novembre 2014. Il est aux alentours de 12h30 quand Veronica se présente à l'école primaire de son fils Loris pour le récupérer à la fin de la classe. Les enfants sortent de l'école les uns après les autres, mais aucune trace de son fils. Veronica se dirige alors vers la maîtresse et lui demande où est Loris. Et là, la maîtresse lui répond que ce matin, à 8h30, il ne s'est jamais présenté à l'école. Et là, c'est la panique. Veronica fait le tour du bâtiment. Elle vérifie si Loris n'est pas parmi les enfants qui crapahutent devant l'école. Elle interpelle également les mamans pour leur demander si elles n'ont pas vu son fils. Non, Loris a disparu. Les carabiniers sont immédiatement prévenus et ils arrivent sur place peu après 13h. Là, la première chose qu'ils font, c'est d'interroger Veronica. Elle est là, complètement chamboulée. Elle pleure, elle tient son fils Diego dans ses bras et elle leur explique que le matin même, à 8h30, elle a déposé Loris devant l'école et qu'en revenant à 12h30, il avait disparu et que les maîtresses affirment même qu'il n'est jamais allé à l'école le matin. Au départ, les carabiniers pensent à une fugue. Ils se disent que peut-être que le matin même, quand Veronica a déposé Loris devant l'école, il a attendu de voir que la voiture s'éloigne et ensuite il est parti, il a fait l'école buissonnière. Ils se disent que peut-être qu'il est en train de jouer quelque part dans la ville, pas très loin. Ils sont pas très inquiets, ils se disent qu'ils vont le retrouver rapidement. Du coup, ils commencent des recherches de terrain. Ils interrogent les commerçants qui se trouvent à proximité de l'école. Ils vérifient également du côté des petites forêts, les bosquets. Ils interrogent les passants. En fait, ils vérifient tous les endroits de la commune où un enfant de 8 ans pourrait se trouver, soit pour jouer, soit pour se cacher. Dans le même temps, un carabinier appelle David, qui se trouve à Vérone pour le travail, donc dans le cadre de son travail de camionneur. Et là, il l'avertit de la disparition de son fils. Et David, il est complètement chamboulé. Il raccroche, il se rend à l'aéroport pour prendre un avion direction la Sicile. Il peut y être en quelques heures. Donc à ce moment-là, toute la ville de Santa Croce Camerina s'est mobilisée pour retrouver le petit Loris. Veronica, quant à elle, est rentrée chez elle avec Diego afin de se reposer parce qu'elle n'est pas très bien. Donc elle a été escortée par des carabiniers, tandis que David est à l'aéroport pour prendre un vol direction la Sicile. À 16h55, soit quelques heures après le commencement des recherches du petit Loris,
le centre d'appel des carabiniers de la région reçoit le coup de téléphone d'un certain Orazio Fidone. Orazio Fidone, c'est un chasseur et il explique aux carabiniers qu'il a au téléphone qu'il se trouve en ce moment même à Molino Vecchio, une petite localité qui se situe à 3 km à peine de Santa Croce Camerina, et il lui dit qu'il vient de tomber par hasard sur le corps d'un enfant sans vie et à moitié dénudé dans un vieux canal. Quand les carabiniers arrivent sur place, effectivement, ils reconnaissent le petit garçon. Il est allongé sur le ventre, au fond d'un canal qui n'est pas très profond. Il a le pantalon qui est à moitié baissé et il ne porte pas de slip. À proximité du corps, il y a un collier de serrage, mais c'est pas un élément qui va tout de suite interpeller les enquêteurs, et on y reviendra ensuite. Et la seule chose qu'il manque, c'est le cartable du petit Loris. Les heures qui suivent, tout le monde aux quatre coins de la région apprend la triste nouvelle. Le petit corps sans vie qui a été découvert à Molino Vecchio est bien celui de Loris Stival. L'information est relayée sur les réseaux sociaux, sur Facebook entre autres, et c'est d'ailleurs de cette façon que David apprend la mort de son fils en fin d'après-midi lorsqu'il atterrit en Sicile. Alors, je ne peux pas imaginer la souffrance que ça doit être, mais je peux quand même imaginer que c'est quelque chose de très traumatisant d'apprendre la mort de son enfant comme ça. Après, les gens qui ont relayé l'information, c'était pas forcément par malveillance. Enfin, eux-mêmes ne devaient pas se douter que David n'était pas au courant de la mort de son fils. C'est simplement que, comme l'avis de disparition avait circulé sur Facebook, du coup, ensuite, les gens ont répondu quand ils ont su qu'il avait été retrouvé mort. Quelques heures après la découverte du corps, il est transporté à l'hôpital pour son autopsie, et à première vue, on pense à un crime sexuel. Dès le 1er décembre, le rapport du médecin légiste est remis au parquet, et d'après lui, il n'y a aucune trace d'agression sexuelle. Donc c'est pas le mobile a priori. Toutefois, il note plusieurs traces de contusion sur l'ensemble du corps, mais compte tenu de l'âge de Loris, 8 ans, c'est pas quelque chose de vraiment frappant, puisque à cet âge-là, les enfants se font facilement mal. Concernant la cause de la mort, il détermine que Loris est mort par strangulation. Il a noté au niveau de la gorge des sortes de traces, ainsi que des petites griffures par là, mais il n'est pas en mesure de préciser avec quoi il a été étranglé. Du côté de l'ADN, il est parvenu à en récupérer sous les ongles, ainsi qu'à différents endroits du corps, mais c'est pas du liquide séminal. Du côté des carabiniers, ils commencent leur travail d'investigation en vérifiant s'il n'y a pas des pédophiles qui seraient répertoriés dans le secteur. A priori, on pensait qu'il s'agissait d'un crime sexuel. On n'a pas retrouvé de traces d'agression sexuelle ni de liquide séminal, mais Loris aurait quand même pu être la cible d'un pervers sexuel qui ne serait pas passé à l'acte. Il vérifie aucune trace de délinquants répertoriés, tout du moins ceux qui sont répertoriés sont rapidement écartés puisqu'ils ont des alibis. Et puis il s'intéresse à Orazio Fidone, vous savez, le chasseur qui a retrouvé le corps et qui a ensuite prévenu les carabiniers. Eux veulent être sûrs que ce n'est pas lui qui a tué l'enfant et qui a ensuite contacté les carabiniers afin de se couvrir. Il est interrogé, on vérifie son emploi du temps, l'emploi du temps de ses proches, ses antécédents judiciaires, il n'a absolument rien à voir là-dedans. Et malgré ça, la rumeur a quand même couru qu'il avait certainement quelque chose à voir là-dedans. Enfin, l'argument que les gens mettaient en avant, c'était c'est bizarre qu'il l'ait retrouvé aussi rapidement après sa disparition. Il a forcément quelque chose à voir là-dedans. Ils l'ont littéralement saoulé, le pauvre homme. Et c'est quand même assez triste ce que je vais dire, mais je pense qu'il est préférable d'être une femme quand on découvre le corps sans vie d'un enfant à moitié dénudé, malheureusement. Si on est un homme, forcément tout de suite il y a de la suspicion en fait de pédophilie, ce que je peux comprendre puisque la majorité des agresseurs d'enfants sont des hommes. Il y a aussi des femmes, c'est une réalité, mais la majorité sont des hommes. On ne peut pas non plus déconstruire une réalité. Du coup, forcément, il y a des suspicions. Mais là, en l'occurrence, ce pauvre homme, il a juste fait son devoir. Et comme ça arrive très souvent dans les affaires italiennes, en tout cas dans celles que je regarde, c'est très souvent compliqué pour les personnes qui ont appelé la police pour expliquer qu'elles étaient tombées sur un corps sans vie. C'est ensuite très compliqué pour ces personnes de ne pas être impliquées dans une affaire. Et la petite parenthèse, et après j'arrête, ça explique certainement la raison pour laquelle, vous savez, dans l'affaire Melania Rea, l'homme qui a découvert son corps dans la forêt n'a pas voulu donner son identité, il a aussitôt raccroché et il s'est carapaté, parce qu'en fait, je pense qu'il a eu peur pour lui, il a eu peur d'être impliqué dans ça, de voir ses secrets dévoilés par la presse. Bref, les enquêteurs ont vérifié cette piste, comme je vous l'ai dit, ça n'a absolument rien donné. Du coup, il s'intéresse à la famille, ce qui est totalement normal dans ce type d'enquête. Il vérifie un peu du côté des parents de Loris. Puis là, ils apprennent que Veronica entretenait quelques petites relations extra-conjugales durant les longues absences de David.
Et a priori, beaucoup de monde, si ce n'est tout le monde, était au courant à Santa Croce Camerina. Il savait qu'il lui arrivait assez régulièrement de tromper son compagnon. Alors, tromper virtuellement ou tromper physiquement, je vous avoue qu'il y a eu pas mal de débats par rapport à ça dans les quotidiens que j'ai lus et dans les reportages que j'ai regardés, puisque d'un côté, il disait qu'elle avait déjà trompé physiquement David et que tout le monde était au courant à part lui. D'autres disaient qu'en fait, c'était uniquement des relations extra-conjugales virtuelles. Donc, elle entretenait des relations sur Facebook et via des sites et par téléphone. Toujours est-il que à Santa Croce Camerina, elle avait la réputation d'avoir la cuisse un peu légère. Du coup, les enquêteurs vérifient du côté de ses amants potentiels, voir si l'un d'eux n'aurait pas cherché à se venger de Véronica. Si, mettons, elle l'avait conduit, voilà, il aurait enlevé son fils, l'aurait tué pour se venger. Ça ne donne rien. Le domicile de la famille Stival est perquisitionné, puisque les enquêteurs exploitent toutes les pistes. Donc forcément, ils sont dans l'obligation de le faire. Et lors de la perquisition, ils tombent sur un sachet contenant des colliers de serrage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les colliers de serrage, c'est des câbles en fait qui se resserrent. Comment vous dire ça ? En fait, quand vous le resserrez, ensuite vous pouvez plus le desserrer. C'est assez particulier un collier de serrage. Bon, on l'utilise pour tout un tas de trucs, mais c'est une utilité qui est assez spécifique. Du coup, les enquêteurs demandent à Véronica la raison pour laquelle elle a des colliers de serrage chez elle. Et là, elle leur explique qu'en fait, c'est l'école de Loris qui a demandé à acheter un paquet de colliers de serrage pour des expériences scientifiques qu'ils allaient mener avec les enfants. Les enquêteurs disent OK. À ce stade, tous les téléphones de la famille Stival et de leur entourage sont mis sur écoute. Comme vous le savez, dans de nombreuses affaires, les écoutes environnementales et téléphoniques ont été capitales. Mais les enquêteurs rament un peu, puisque toutes les pistes qu'ils ont explorées n'ont absolument rien donné. Les écoutes téléphoniques ne sont pas non plus très probantes. Ils repassent tous les éléments qu'ils ont en main et ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne leur paraît pas clair dans cette affaire, mais ils n'arrivent pas à se l'expliquer. Ce qu'ils font, c'est qu'ils retournent à l'école de Loris pour réinterroger les enseignantes, et c'est là que ça devient très intéressant. Toutes les maîtresses sont unanimes, aucune n'a aperçu Loris devant l'école ou à l'intérieur le matin de sa disparition. Les mamans des autres élèves de l'école sont également interrogées et une seule assure avoir aperçu Loris et son cartable le matin du 29 novembre. Une seule sur toutes les mères qui étaient présentes ce matin-là. Ça, c'est très bizarre. Donc les carabiniers réinterrogent Véronica pour être sûre qu'elle a bien déposé Loris à l'école ce matin-là. Ils veulent être sûrs qu'elle l'a déposé devant l'école et non pas dans une rue à côté, par exemple. Et là, Véronica leur dit si. D'abord, j'ai déposé Diego à la ludothèque et ensuite, j'ai déposé Loris devant l'école. Véronica, elle est convaincue de ce qu'elle raconte, mais surtout, elle est convaincante. Mais quand même, les carabiniers se disent, la seule façon d'en être sûr, c'est de vérifier les enregistrements de toutes les caméras de surveillance de la ville. Et il s'avère qu'à Santa Croce Camerina, il y a des caméras de surveillance de partout. C'est Big Brother. Le 3 décembre, ils reçoivent les enregistrements pour la journée complète du 29 novembre. À 8h30, on voit effectivement la Polo de Véronica quitter sa place de parking devant sa résidence. Elle se rend ensuite dans une boulangerie. Et le problème, on va dire entre guillemets, c'est que dans la voiture, on ne voit pas très bien qui il y a à cause du reflet sur la vitre. Donc on ne sait pas qui il y a dans la voiture, mais en tout cas, on la voit sortir de sa voiture avec Diego et rentrer à l'intérieur de la boulangerie où elle lui achète une collation. Quelques minutes après, on la voit le déposer à la ludothèque et à ce stade-là, on n'aperçoit toujours pas Loris dans la voiture ou par la fenêtre ou en dehors de la voiture. Elle tourne ensuite dans une rue à gauche, ce qui n'est pas son trajet habituel, et ensuite on la perd de vue. Et sur les caméras de l'école primaire de Loris, on ne voit pas sa voiture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra de l'école primaire ne couvre pas toute la rue. Ce qui signifie que si Véronica est arrivée par un autre itinéraire, elle aurait pu déposer son fils au bout d'une rue et la caméra ne l'aurait pas eu dans son champ de vision. Mais on y reviendra. À 8h49, on voit sa Polo revenir à sa résidence et rentrer la voiture à l'intérieur du garage, ce qui est assez inhabituel puisque d'ordinaire, elle gare sa Polo devant sa résidence à l'extérieur. On la voit ressortir sa voiture du garage à 9h25 et elle arrive à son cours de cuisine à 9h55, soit 25 minutes de retard.
Dès le lendemain, les carabiniers retournent voir Véronica et ils lui expliquent que pour faire avancer l'enquête, ils ont besoin de faire une reconstitution du trajet qu'elle a fait le matin du 29 novembre. Alors en fait, les carabiniers ont une idée bien précise en tête. Dans la mesure où on ne voit pas Véronica emprunter le trajet habituel pour se rendre à l'école, donc dans les enregistrements de caméra surveillance, eux, ils veulent voir ce qu'elle va leur dire durant la reconstitution. Est-ce qu'elle va leur mentir en leur disant qu'elle a emprunté ce trajet, ou est-ce qu'elle va dire la vérité, en tout cas dire voilà, j'ai emprunté cet itinéraire qui n'est pas mon itinéraire habituel et j'ai déposé mon fils à tel endroit, l'endroit donc qui n'est pas couvert par la caméra de l'école. Vous me suivez? Bref, tout le monde est en voiture et durant la reconstitution, eh bien Véronica ment. Elle leur dit qu'elle a pris l'itinéraire habituel pour se rendre à l'école de son fils. Là, l'un des carabiniers la regarde et lui dit Véronica, vous êtes sûre d'être passée par cette route? Et elle lui répond oui, c'est la route que je prends habituellement. Donc là, pour les enquêteurs, c'est officiel, Véronica leur ment, reste plus qu'à savoir pourquoi. Ils épluchent tous ses faits et gestes du matin du 29 novembre. Donc comme je vous l'ai dit, elle est sortie à 9h25 de son parking. Okay, elle arrive à son cours de cuisine à 9h55. Mais durant ce laps de temps, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Ses relevés téléphoniques indiquent qu'elle a eu brièvement au téléphone David, son compagnon, et quand les carabiniers demandent à David de quoi ils ont parlé, il leur dit écoutez, on n'a pas beaucoup échangé, elle n'avait pas l'air chamboulée ou quoi aux caisses, elle avait simplement l'air fatiguée, donc on s'est échangé quelques paroles et ensuite on a raccroché. Les carabiniers examinent une nouvelle fois les enregistrements de la caméra de surveillance qui se situe devant chez Véronica, donc ils vérifient une nouvelle fois la matinée du 29 novembre. Et cette fois-ci, en faisant très attention, on remarque qu'à 8h30, une petite forme retourne à l'intérieur de l'immeuble d'Estival. C'est assez furtif, c'est pas très clair, mais on dirait bien qu'il s'agit du petit Loris qui retourne chez lui, tandis que Véronica part en voiture déposer Diego à la ludothèque. Conclusion, Véronica n'a jamais emmené son fils à l'école ce matin-là, puisqu'il est retourné à la maison. Ipso facto, Véronica a menti depuis le départ. Le même jour, le médecin légiste apporte un complément à son rapport initial. À présent, il est capable de déterminer que Loris a été étranglé avec un collier de serrage, certainement celui qui a été retrouvé à proximité de son corps. Et ça tombe bien puisque, souvenez-vous, les enquêteurs avaient mis la main sur un paquet de colliers de serrage au domicile de Véronica. Elle leur avait expliqué que c'est l'école qui avait demandé d'en acheter pour une expérience scientifique. Donc les enquêteurs interrogent les institutrices. Et l'école nie avoir demandé aux parents d'acheter des colliers de serrage pour des expériences. Ça reste quand même un objet assez dangereux entre les mains d'un enfant. Le insegnanti mai e poi mai avrebbero chiesto un oggetto così pericoloso per degli esperimenti scientifici, quindi questo non è successo. Io devo raccontare quello che la scuola fa e quindi con certezza vi dico questo, anche perché poi l'ho chiesto agli insegnanti, non hanno mai chiesto nessuna fascetta per nessun esperimento scientifico. C'erano degli esperimenti in corso ma con utilizzo di acqua, carta, quindi materiale assolutamente innocuo. Bon, les enquêteurs sentent qu'ils sont à deux doigts de la vérité, mais il leur faut autre chose, un dernier élément à charge. Et cet élément leur tombe entre les mains. Ils reçoivent enfin les enregistrements des caméras de surveillance qui entourent la commune de Santa Croce Camerina. Et à 9h27, on aperçoit la Polo de Véronica à 50 mètres de la route qui mène à Molino Vecchio, l'endroit où a été retrouvé le corps de Loris. Elle échappe aux caméras quelques minutes et à 9h36, on aperçoit de nouveau l'Apollo faire demi-tour en direction de Donna Fugata, là où a lieu son cours de cuisine. Donc là, en calculant le plus précisément possible et en prenant en compte les manœuvres en voiture, les enquêteurs parviennent à déterminer qu'il y a un trou de 6 minutes durant lesquelles on ne sait pas ce qu'elle a fait alors qu'elle se trouvait à Molino Vecchio. Et 6 minutes, c'est largement suffisant pour sortir un petit corps de la voiture et le jeter dans le vieux canal. Petite parenthèse, quand on a retrouvé le corps de Loris dans le canal, on n'a pas retrouvé son cartable, ni à proximité, ni dans les bosquets avoisinants, ni à son domicile, et à ce jour, on ne l'a toujours pas retrouvé. Le 8 décembre, soit près de 10 jours après la découverte du corps de Loris Stival, Véronica est conduite à la gendarmerie pour s'expliquer. Elle maintient sa version. Elle a conduit son fils à l'école, après ça, il a disparu. Quant au collier de serrage, c'est la maîtresse de Loris qui a demandé d'en acheter pour des expériences scientifiques. Après une nuit d'interrogatoire, elle est finalement mise en examen pour homicide et dissimulation de cadavre.
Dès l'arrestation de Veronica Panarello, la ville de Santa Croce Camerina est sous le choc. Comme c'est le cas à chaque fois dans ce type d'affaires, les gens n'arrivent pas à comprendre comment cette mère de famille a pu tuer son fils de 8 ans, mais surtout pourquoi. Il y a une vraie émotion autour de cette affaire. D'ailleurs, le 18 décembre, des milliers de personnes se déplacent pour les funérailles du petit garçon, et à ce stade-là, les investigations des enquêteurs n'ont toujours pas permis de cibler un mobile. Certes, elle trompait son conjoint d'après les rumeurs, certes, elle n'avait pas vraiment d'amis dans le coin, donc elle pouvait se sentir isolée, voire marginalisée, mais tous sont unanimes, c'était une très bonne mère de famille. Le 6 janvier 2015, soit un mois après l'arrestation de Veronica, David accepte de lui rendre visite en prison. Après tout, c'est son compagnon, et lui, il veut connaître la vérité une bonne fois pour toutes. Mais Veronica reste sur ses positions, elle est innocente. À partir de là, David prend ses distances. Lui, il avait déjà des doutes sur sa compagne. En fait, il avait commencé à douter d'elle à partir du moment où il avait su par les carabiniers qu'elle leur avait menti sur le déroulé de la matinée du 29 novembre. En l'occurrence, le trajet qu'elle avait fait quand elle avait dit qu'elle avait pris telle route, alors que sur les caméras, c'était complètement faux. Lui, il avait pris ses distances et il était retourné vivre chez sa famille. D'ailleurs, les écoutes environnementales de la famille Stival ont permis de savoir que quelques jours à peine après la découverte du corps de Loris, tout le monde dans la famille pensait que c'était Veronica qui avait tué son fils. Enfin, on les entend dire « Non, mais c'est sûr et certain, c'est elle qui l'a fait, elle se moque de nous, elle joue la comédie. » Déjà, à ce moment-là, la famille Stival avait de gros doutes sur Veronica. Alors, petite parenthèse, parce que j'ai trouvé quand même que cet élément permettait de bien comprendre la personnalité de Veronica. Quelques jours après la découverte du corps de Loris, donc David lui est retourné vivre chez sa famille et Veronica lui passe un coup de téléphone. Donc ça, c'est une écoute téléphonique qui a été enregistrée par les carabiniers. Et elle passe un coup de téléphone à David et elle lui dit « Écoute, je me suis souvenu d'un détail qui maintenant peut avoir toute son importance. Il y a quelques semaines, quand j'ai amené Loris à son cours de taekwondo, on était dans la rue et on est tombé sur 4 Tunisiens qui ont insulté Loris, ils l'ont traité de sale italien et ils nous ont menacés. Et elle lui dit, il y en avait 3 qui étaient grands, 1 qui était petit, mais je pourrais les reconnaître. Déjà, j'en suis sûre, c'est des Tunisiens et si on me les montre, si on monte des Tunisiens, je pourrais les reconnaître. David au téléphone, donc comme vous l'avez compris par rapport aux écoutes environnementales avec sa famille, lui depuis le départ, tout du moins de quelques jours après la découverte du corps de son fils, il avait des doutes sur elle. Donc là, quand elle lui dit ça au téléphone, il l'écoute. Je vais essayer de vous passer cet appel téléphonique que j'ai trouvé très intéressant, mais je crois que j'aurais pas le droit parce qu'il y a un copyright dessus. Mais bref, il l'écoute et après il lui dit allez, bonne journée, va te reposer, et il raccroche. Lui, il avait déjà des doutes sur elle. Donc cette histoire de Tunisien là... Bref, les mois qui suivent, l'instruction suit son cours, donc le parquet consolide son dossier. Véronica est incarcérée et David a arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de son plus jeune fils Diego. Il est très épaulé par sa mère Pinuccia et par son père Andrea, qui lui a une nouvelle compagne. Depuis quelques années, il vit avec une autre femme. Et en fait, c'est important de souligner, vous comprendrez ensuite pourquoi, que Andrea, donc le père de David, aidait énormément Véronica lorsque David devait s'absenter pendant plusieurs semaines dans le cadre de son travail. Donc retenez bien cet élément. Andrea, le père de David, était très présent pour Véronica. Il allait, on va dire, assez régulièrement chez elle pour récupérer ses petits-fils et lui donner un coup de main quand elle en avait besoin. Autre point peut-être à souligner, c'est que David a beaucoup été critiqué par la presse lors de l'arrestation de Véronica. En fait, les gens disaient de lui que c'était quelqu'un d'assez mou, de pas très affirmé au niveau de son caractère. Alors, moi, j'ai écouté plusieurs interviews de cet homme. Je pense pas que c'était un problème de caractère, c'est simplement que David a l'air d'être un homme très gentil, qu'il a l'air d'être très bon, mais après, comme pour tout dans la vie, c'est une question de perception. Bref, les mois passent, Véronica reste sur ses positions, comme je vous ai dit, elle est innocente, elle a déposé son fils à l'école, on lui a enlevé, et il va se passer quelque chose de très troublant, on va dire. En août 2015, elle demande au juge, par le biais de son avocat, de pouvoir se rendre sur la tombe de son fils, puisqu'elle n'a pas pu assister aux funérailles, vu qu'elle était incarcérée, donc elle demande de pouvoir aller y déposer quelques fleurs. Le juge accède à sa demande. Un camion se rend donc au cimetière, donc Véronica est menottée, encadrée, normal. Et en fait, avant qu'elle n'arrive, on a déposé un micro à proximité de la tombe de son fils. Il est dissimulé, donc personne ne peut le voir, hormis bien évidemment les enquêteurs, le juge, le parquet. Véronica s'approche de la tombe de son fils, donc elle se met à genoux, elle commence à pleurer, elle est pas bien, elle est chamboulée. Et là, elle dit
alors qu'elle est agenouillée devant la tombe de son fils, je découvrirai qui t'a fait ça. Et là, le parquet et les enquêteurs, ils sont troublés parce que ils se disent, mais attends, c'est elle qui l'a fait ou c'est pas elle qui l'a fait? Dans les affaires criminelles, c'est toujours préférable d'avoir des aveux. Mais là, ils comprennent plus rien en fait, parce que ils avaient des certitudes jusqu'à présent. Et Véronica ne sait pas qu'il y a un micro à proximité de la tombe de son fils. Donc ils se disent, mais il y a quelque chose qui va pas en fait dans cette histoire au final. Quelques mois plus tard, soit le 6 novembre, David accepte de nouveau de rendre visite à Véronica en prison. Alors la confrontation est filmée bien évidemment puisqu'il y a des caméras de surveillance à l'intérieur de la prison. Et là, coup de théâtre, Véronica admet enfin qu'elle n'a pas dit toute la vérité. Alors j'aimerais vous passer ce passage que je trouve très intéressant, mais je pense que je vais être bloquée pour une question de copyright. Alors en gros, si je peux vous le passer, il démarre maintenant. Si vous me voyez toujours, c'est que j'ai pas pu le passer, donc je vais vous le faire, comme je le fais parfois dans d'autres vidéos. Donc on est dans une petite salle, on a David et Véronica. Véronica à David. Je l'ai laissé à la maison. David, tu es sûr de ce que tu dis? Véronica, oui. David, t'es au courant que là, tu perds toute crédibilité? Véronica, je sais, mais c'est mieux de dire la vérité. David, bravo, ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as laissé à la maison? Véronica, j'ai rentré la voiture à l'intérieur du garage parce que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de place dehors au départ. Et je voulais également prendre le siège auto pour enfants qu'on avait dans le garage. David, laisse tomber le siège auto et continue. Tu l'as laissé à la maison? Véronica, oui, je te l'ai dit. David, tu l'as laissé à la maison. Véronica, tu peux me laisser parler? David, vas-y, continue. Tu l'as laissé à la maison. Véronica, tu vois, tu commences déjà à t'embrouiller. Ça s'est pas passé comme ça. David, mais bien sûr, ça fait 1 an que tu racontes que tu l'as accompagné à l'école et maintenant tu es en train de me dire que tu l'as laissé à la maison. Bref, tu as déposé le petit à la ludothèque et ensuite tu es rentré. Loris était à la maison ou pas? Véronica, non. David, et il était où? Comment c'est possible que tu ne te sois pas inquiété? Véronica, ça, je n'arrive pas à le comprendre. Je t'ai dit, il y a des choses que je comprends et d'autres que je n'arrive pas à m'expliquer parce que je n'arrive pas à me souvenir. Il y a certaines choses qui se sont transformées, dissociées. Ça, c'est arrivé à ce moment-là, ça, c'était pas ce jour-là, mais la veille. David, mais pourquoi tu as menti? Véronica, je n'ai pas menti, je t'ai expliqué, David. David, alors t'as des problèmes mentaux. Voilà, donc la conversation dure encore, mais après en gros il lui dit est-ce que c'est vrai que tu as rencontré un psychologue? Et elle lui dit oui, mon avocat m'a fait rencontrer un psychologue, on essaie de travailler sur ça ensemble. Le 17 novembre, suite à ces déclarations filmées par la caméra de surveillance de la prison, Véronica est une nouvelle fois interrogée par le parquet. Et là, elle change encore une fois de version. Souvenez-vous ce qu'elle a dit à David. Elle lui a dit, Loris est retourné à la maison. Moi, je suis partie déposer Diego à la ludothèque. Et en rentrant, Loris avait disparu. Il n'était pas à la maison. Ok? Là, quand le parquet la réinterroge le 17, elle leur dit qu'en fait, elle n'a pas amené Loris à l'école. Il a fait quelques caprices, il voulait rester à la maison. Donc il est rentré. Elle a déposé Diego à la ludothèque. Elle a ensuite retourné chez elle. Et Loris serait mort lors d'un tragique accident domestique. D'après elle, voilà ce qu'il se serait passé dans les détails le 29 novembre. Donc le matin, elle descend avec ses 2 enfants pour monter en voiture. Là, Loris fait des caprices, il n'a pas envie d'aller à l'école, parce que des fois, il y a des garçons qui l'embêtent à l'école. Donc voilà, il n'a pas envie d'y aller. Elle accepte qu'il rentre à la maison. Elle se rend à la boulangerie avec Diego, donc elle lui achète une collation, et ensuite elle le dépose à la ludothèque et elle rentre chez elle. Exceptionnellement, ce jour-là, elle rentre sa voiture à l'intérieur du garage. Elle ne la garde pas à l'extérieur comme elle le fait habituellement, puisqu'elle devait récupérer le siège auto enfant et le mettre à l'intérieur de la voiture. Elle rentre dans son appartement, Loris est dans sa chambre, il est en train de jouer tout seul. Elle n'y fait pas trop attention puisqu'elle fait un peu de rangement. Soudain, elle entend son fils gémir, elle se précipite dans sa chambre et c'est là qu'elle voit qu'il est en train de s'étrangler avec un collier de serrage qu'il ne peut pas retirer. Elle se jette sur lui, elle essaie de tirer le collier de serrage, malheureusement ça resserre l'étreinte, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, un collier de serrage. Elle tente de le retirer avec les mains, donc elle gratte au niveau du cou de son fils pour le tirer, mais forcément ça ne marche pas. Elle court un peu partout dans l'appartement, elle récupère une paire de ciseaux, elle retourne dans la chambre, découpe le collier de serrage, mais c'est trop tard, Loris est mort.
Elle explique qu'elle est ensuite partie récupérer son téléphone, je crois dans le salon, et elle voyait trouble, elle n'arrivait pas à réfléchir correctement. Elle essayait de taper sur les touches du téléphone, mais comme elle était chamboulée, elle n'y arrivait pas. Elle a reposé le téléphone, et après avoir réfléchi quelques minutes, et sans qu'elle puisse se l'expliquer, eh bien elle a décidé qu'elle allait faire croire que Loris avait été enlevé. Elle descend le corps de Loris dans le garage, elle le met dans sa voiture et elle se rend à Molino Vecchio. Elle glisse le corps par-dessus un muret sans savoir qu'il y a un vieux canal juste derrière et elle se rend à son cours de cuisine. Et cette nouvelle déclaration est très intéressante puisque effectivement elle confirme les constatations du médecin légiste qui avait détecté, souvenez-vous, des sortes de griffures au niveau du cou. Donc effectivement, ça pourrait s'expliquer par Véronica en train d'essayer d'arracher le collier de serrage autour du cou de son fils. Le 3 décembre, le parquet accepte la demande de procédure en accéléré, le fameux rito abbreviato, à condition que Véronica soit soumise à une expertise psychiatrique. Dans la mesure où elle a changé plusieurs fois de version, elle prend également un traitement, donc des médicaments. On veut s'assurer qu'elle est apte à être jugée pour ses actes. Alors, petite information, malgré la dernière version dans laquelle elle explique qu'il s'agit d'un accident, le parquet privilégie la thèse de l'homicide, puisque cette nouvelle version, avec ces nouvelles explications, arrive un peu trop tardivement. Le 20 décembre, un psychiatre mandaté par la cour évalue l'état mental de Véronica et dans son rapport, il indique que Véronica ne souffre d'aucun trouble psychiatrique incompatible avec la tenue d'un procès. En résumé, elle est responsable de ses actes. Le 11 février 2016, Véronica est une nouvelle fois entendue par le parquet et elle change encore une fois sa version des faits. Et cette fois-ci, on assiste au coup de théâtre le plus tonitruant de cette affaire. Véronica assure qu'en fait, c'est son beau-père, Andrea Stival, qui a étranglé son fils Loris parce que quelques jours avant le meurtre, il les aurait aperçus en train d'avoir un rapport sexuel dans la cuisine. En gros, quelques jours avant la mort de Loris, Andrea se serait rendu chez Véronica, avec laquelle il entretenait une liaison depuis quelques temps déjà. Ils auraient eu un rapport sexuel dans la cuisine et là, Loris les aurait surpris. Andrea serait parti et Loris aurait menacé sa mère de tout raconter à son père David. De là, Andrea aurait câblé. Il se serait rendu chez Véronica le 29 novembre au matin et il aurait étranglé Loris. Véronica explique qu'à ce moment-là, elle était complètement paralysée, effrayée et qu'elle n'a pas pu empêcher son beau-père de tuer son fils. Après quoi, les deux adultes auraient décidé de se débarrasser du corps de Loris à Molino Vecchio. Quelques mois plus tôt, elle avait déjà tenu ses accusations devant son psychologue et cette fois-ci, elle les confirme devant le parquet. Le 17 février, Andrea Stival est officiellement enregistré sur la liste des suspects pour complicité de meurtre. Alors le terme italien est indagato, ce qui signifie qu'une enquête le visant est officiellement ouverte, mais ça ne signifie pas qu'il est mis en examen. Andrea Stival est entendu pendant plus de 5 heures par les enquêteurs et par le parquet 2 semaines plus tard, et lui il nie toute implication dans la mort de son petit-fils. D'ailleurs il nie même avoir eu une liaison avec elle, il dit non mais elle raconte vraiment n'importe quoi. J'ai jamais eu d'intimité avec cette femme et jamais au grand jamais j'aurais tué mon petit-fils. Et effectivement, les enquêteurs n'ont trouvé aucun élément permettant de prouver qu'il avait une liaison avec Véronica, que ce soit au niveau des SMS, des appels, des emails, absolument rien. Et le matin du 29 novembre, il a un alibi en béton, à savoir qu'il se trouvait avec sa compagne et une voisine qui les a aperçus. Et on ne le voit pas en fait dans les caméras de la rue où se trouve la résidence de Véronica, on ne voit à aucun moment Andrea entrer ou sortir de l'immeuble. Là, le parquet demande une nouvelle expertise de Véronica Panarello parce que clairement, eux pensent qu'ils ont affaire à une mythomane. Le 7 juin, le rapport du psychiatre indique que Véronica présente un trouble de la personnalité, mais qu'elle était capable de comprendre et de vouloir au moment de la mort de Loris. Alors pour info, le terme italien c'est una personalità disarmonica. J'ai cherché dans le tableau des diagnostics médicaux français et le terme disharmonie a priori ne signifie pas du tout la même chose. Donc avec mes petites connaissances et ma petite compréhension du monde médico, psycho, tout ça, je dirais que l'équivalent français serait le trouble de la personnalité limite. Donc pour résumer, elle est apte à être jugée. Le mobile retenu par le ministère public serait que Véronica n'en pouvait plus de son fils, de son caractère, de ses caprices, et dans un moment d'impulsivité,
elle l'aurait étranglé avec le collier de serrage. Et toujours d'après le ministère public, le crime était prémédité. D'après lui, elle le savait à l'avance qu'elle allait tuer son fils, d'où l'achat des colliers de serrage bien avant le meurtre, ou le fait qu'elle a rentré son véhicule à l'intérieur du garage. Et concernant les accusations qu'elle a portées à l'encontre de son beau-père, Andrea Stival, d'après une ancienne codétenue de Véronica, là encore si je peux, je vous passe le passage à partir de maintenant. Bon si vous me voyez toujours, c'est que j'ai pas pu le passer. Mais en gros, cette détenue a expliqué que Véronica voulait se venger de David, qui lui avait tourné le dos après son arrestation. Et elle s'était dit quoi de mieux que d'accuser son père pour me venger. Le 3 octobre 2016, donc à l'issue de la procédure en accéléré, Veronica Panarello est reconnue coupable d'homicide volontaire aggravé et de dissimulation de cadavre. Elle est condamnée à 30 ans de réclusion et la préméditation n'a pas été retenue. En outre, elle est condamnée à reverser 350 000 € de dommages et intérêts à son ex-compagnon David, 100 000 € à son ex-beau-père Andrea et 100 000 € à son ex-belle-mère Pinuccia, et l'autorité parentale pour Diego lui est retirée. Le 5 juillet 2018, la cour d'assises de Catania confirme le verdict et la sentence. Et à l'issue du procès, il se passe une scène assez incroyable. Si je peux, là encore, je vous la passe. Mais en gros, Veronica se tourne vers son beau-père Andrea, enfin vers son ex-beau-père Andrea, et elle lui dit quand je sortirai de prison, je vais me venger, je vais te tuer pour venger mon fils. C'est toi qui as tué mon fils. Et le 21 novembre 2019, la Cour suprême de cassation confirme à son tour le verdict et la sentence. À ce jour, Veronica Panarello continue de clamer son innocence. Elle maintient que c'est son beau-père Andrea qui a tué Loris ce matin du 29 novembre 2014. L'histoire d'aujourd'hui se déroule le 5 juin 2009 à Hillsboro, une petite ville de 8000 habitants située au Texas. Vers 21 h, une femme appelle le 911 pour avouer, d'un ton plutôt calme, qu'elle vient de tuer ses enfants. Le dispatcher au bout du fil semble choqué. Il a du mal à croire ce qu'il entend. Il lui demande de répéter pour s'assurer d'avoir bien entendu. Et la femme répète « Je viens de tuer mes enfants ». Hill County 911, what's your emergency? I just killed my children. Excuse me? I just killed my children. Where are you? I'm in the abandoned house on Highway 77 right after you go underneath the highway. One of them's still alive. Hurry. Cette femme s'appelle Debra Jeter, elle est âgée de 32 ans. Mais avant de vous expliquer ce qu'il s'est passé ce 5 juin 2009, laissez-moi vous la présenter. Debra Janelle Moore est née en 1976 et elle a grandi dans le comté de Randolph en Géorgie. On a peu d'informations concernant son enfance, si ce n'est qu'elle a eu une vie assez instable et que son entourage la décrit comme une femme présentant des troubles mentaux. D'après ses parents, Walter et Janice, Debra a toujours eu un caractère assez difficile. Elle pouvait se montrer douce et aimante et la minute d'après, agressive, voire violente, sans aucune raison. Toujours est-il qu'après avoir obtenu son bac, elle entame des études pour devenir infirmière. Debra aime aider son prochain, elle veut se sentir utile pour les autres. Alors, le point que je veux souligner en début de vidéo, c'est que cette affaire a été très peu couverte par la presse américaine. Il a été très difficile d'obtenir des informations. Pour vous donner deux exemples, Debra Jeter, c'est son nom de femme mariée. Mais dans la presse, il était mentionné que c'était également son nom de jeune fille. Ça peut pas être son nom de jeune fille et son nom de femme mariée, à moins qu'elle se soit mariée avec son cousin, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Idem pour le prénom de son père et de sa mère. Il y avait indiqué un prénom et un nom. J'ai fait quelques recherches de mon côté et sur Find the Grave, j'ai trouvé que les grands-parents paternels de l'une des victimes avaient tel prénom et tel nom, et les autres grands-parents de la victime s'appelaient Walter et Janice Moore. C'est comme ça que j'en ai déduit que Walter et Janice Moore sont les parents de Debra et que Moore est le nom de jeune fille de Debra. C'est, on va dire, une déduction, je pense pas me tromper, parce que sur Find the Grave, c'est bien précisé que les grands-parents paternels de la petite victime portent le nom de famille Jeter et que les autres grands-parents portent le nom de famille Moore. Donc en faisant A plus B,
j'ai pu en déduire que voilà, Walter et Janice Moore sont les parents de Debra. C'est clairement pas le point le plus important dans cette histoire, mais je trouvais ça utile de le préciser parce que vous auriez peut-être trouvé ça un peu étonnant que son nom de jeune fille ce soit Jeter et qu'ensuite son nom de femme mariée soit Jeter. Donc voilà. Toujours est-il qu'au cours des années 90, Debra fait la connaissance de Lester Lee Jeter. C'est un coup de foudre immédiat. Le couple devient très rapidement inséparable et il s'installe au Texas. Ils ont une première fille en 1996, Kirsten, puis une seconde en 1997, Kelsey. Et en 2000, ils se marient. Vu de l'extérieur, c'est une famille typique de la classe moyenne américaine. Mais entre les quatre murs de leur domicile, rien ne va. Comme je vous l'ai dit, Debra semble souffrir de problèmes mentaux. Elle est douce, puis une crise peut partir de rien et prendre d'énormes proportions, de la violence par exemple. C'est dans ce cadre familial pas vraiment sain que les deux fillettes grandissent. Et elles sont inséparables, elles n'ont qu'un an d'écart. Elles sont presque jumelles, elles traînent tout le temps ensemble, elles sont meilleures copines. Kelsey est décrite comme solaire, tout le temps de bonne humeur, et Kirsten est décrite, elle, comme douce et sensible. Elle tient un blog sur MySpace dans lequel elle partage sa vie et ses passions. Bon, seules les personnes de ma génération, je pense, se rappellent de MySpace. C'était un peu comme Skyblog. Ça nous rajeunit pas tout ça. Pour en revenir à Debra et Lester, au fil des années, la relation se dégrade. Ils ont tout pour eux. Une belle maison, une stabilité financière, de jolies petites filles, mais le caractère, le comportement de Debra s'empire d'année en année. Elle a des troubles mentaux assez évident qu'elle ne veut pas soigner et ça a forcément un impact sur le bien-être de la famille. Pour vous donner un exemple, en 2004, la police intervient à leur domicile après un appel d'un voisin qui a déclaré avoir entendu une petite fille crier chez les Jeter. Les agents trouvent Debra et ses deux filles qui semblent en état de choc. Kirsten explique aux policiers que sa mère l'a violemment frappée à la tête. Debra est interpellée, elle est condamnée pour maltraitance sur enfant, mais elle est envoyée en institut psychiatrique afin d'y être soignée. Elle y reste quelques mois, puis elle retourne vivre avec son mari et ses deux filles, et ce passage en institut psychiatrique semble avoir amélioré son état de santé, puisqu'elle est plus calme, moins agressive, même si ses filles sont assez méfiantes, elles sont terrorisées par leur mère. Et peu après, les crises reprennent. Durant 5 ans, la famille Jeter vit ce qu'on peut appeler l'enfer, clairement. Debra fait des crises, elle se montre violente, elle insulte, elle frappe, elle quitte le domicile pendant quelques jours, quelques semaines, puis elle revient, elle demande pardon et elle réintègre la famille. Et le voisinage de la famille Jeter est témoin de ce qu'il se passe. Plus d'une fois, ils assistent à des crises, ils entendent Debra crier, tout retourner dans la maison, et ils savent qu'elle est malade, ils savent qu'elle a des troubles mentaux, et que Lester fait son maximum pour l'aider et pour garder la famille unie. Jusqu'en 2009. Lester est fatigué. Il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait supporter. La femme dont il est tombé amoureux et avec laquelle il a eu 2 filles n'existe plus. Debra refuse de se faire soigner. Elle ne pense pas être malade. Elle ne veut pas être aidée. Et Lester refuse de son côté qu'elle s'en prenne à leur fille. Donc pour leur bien, il demande le divorce en mai 2009. Le lendemain, Debra tente de mettre fin à ses jours en ingurgitant des médicaments devant ses filles. Elle est prise en charge par une ambulance, elle est conduite à l'hôpital où on la sauve in extremis. Cela dit, compte tenu de ses antécédents psychiatriques, elle est dorénavant considérée comme dangereuse et instable. Elle est internée dans un centre médico-psychologique durant 2 semaines afin de lui proposer les soins adéquats. Et pendant ce temps, Lester obtient la garde exclusive et temporaire de leur fille, ainsi qu'une ordonnance restrictive pour que Debra ne puisse pas s'approcher de lui ou de leur fille. Il justifie cette demande par l'énorme crainte qu'il a qu'elle puisse s'en prendre à leur fille. Mais lorsque Debra sort de l'institut médico-psychologique, elle parvient à faire lever cette restriction. Et elle obtient même la possibilité de revoir ses filles sans supervision. Le juge a estimé qu'elle ne présentait aucun danger ni pour elle, ni pour les autres. La date à laquelle elle pourra récupérer ses filles pour passer du temps avec elle est fixée au 5 juin 2009. À ce moment-là, ça fait un peu plus de 2 semaines qu'elle ne les a pas vues. Ce sera sa première visite et, je le répète, sans aucune supervision. Lester est informé de la décision du juge et il doit s'y plier. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre parce qu'il a vraiment peur qu'elle s'en prenne à leur fille. Il sait qu'elle a des troubles mentaux assez sévères,
Mais voilà, il doit respecter la loi. Il en parle à ses filles et Kirsten et Kelsey sont toutes excitées à l'idée de revoir leur mère. Elles ne l'ont pas vue depuis plusieurs semaines et elles sont très attachées à leur mère malgré ses troubles mentaux. Et la petite Kirsten est tellement excitée qu'elle l'écrit sur son blog MySpace. Elle écrit qu'elle n'a pas vu sa maman depuis un moment, qu'elle va enfin la revoir. La veille de la visite, Debra appelle chez son ex-mari Lester et elle demande à parler à ses filles. Et là, elle leur dit qu'elle passera bien demain pour les récupérer, qu'elles vont passer la soirée ensemble et qu'elle leur a prévu une surprise. Le lendemain, soit le 5 juin 2009, Debra se rend au domicile de son ex-mari à Hillsborough. Kirsten et Kelsey font un bisou à leur père. Elles lui disent au revoir, elles montent dans la voiture de leur mère et elles partent. Lester ne se doute pas un seul instant de la suite des événements. Debra conduit une vingtaine de minutes en direction de Milford dans le comté de Hill. C'est à quelques kilomètres à peine de Hillsborough. Et elle gare sa voiture devant une ferme abandonnée. C'est assez isolé comme endroit. Il y a quelques maisons ici et là, mais pas un chat dans la rue. Debra fait sortir ses filles de la voiture et elle les conduit à l'intérieur de la maison en leur expliquant qu'il y a une surprise pour elles. Kirsten et Kelsey la suivent, sans se douter un seul instant qu'il s'agit d'un guet-apens. Une fois dans la maison, Debra conduit ses filles vers la salle de bain. Et les petites n'ont pas le temps de réaliser ce qu'il se passe. Debra se jette sur elle avec un couteau à la main et elle poignarde Kirsten. La petite tente de se défendre, surprise et terrorisée par ce qu'il se passe. Elle hurle, elle pleure et elle crie à Kelsey de se sauver, ce qui détourne l'attention de Debra en direction de Kelsey. Kelsey tente de fuir, mais Debra la coince dans la salle de bain. Elle se jette sur elle et elle lui tranche la gorge d'un coup sec. Kelsey tombe au sol et elle perd la vie rapidement. Puis Debra retourne auprès de Kirsten, qui est allongée au sol et recouverte de sang. Et elle lui tranche également la gorge, sectionnant au passage ses voies respiratoires et l'une de ses artères principales. Mais contre toute attente, Kirsten ne meurt pas. Elle regarde sa mère et elle l'implore. Elle lui demande de l'aider. Ce qui se passe dans la tête de Debra à ce moment-là relève du mystère, puisqu'elle appelle le 911. Il est aux alentours de 21h. Et elle demande au dispatcher d'envoyer une ambulance de toute urgence. Elle explique qu'elle vient de tuer ses enfants, mais que l'une des deux est toujours en vie. La dispatcher note que Debra est froide, elle ne semble pas affectée par ce qu'elle vient de faire, et elle l'insulte même au téléphone. Et malgré son métier d'infirmière, elle ne tente pas d'aider sa fille. Elle se contente de faire les 100 pas dans la maison. Did an ambulance out here to save the one that didn't die. Come on. Hurry up. What's your name? Bitch, call them. Have you already called them? Yes, ma'am, I have. Okay. I need your name. I don't want to say your name. Hello? Hello? Are you still there? Yes, I'm still here. Are you in your car? No, I'm not in my car. I'm in the house walking around. And one of them's still alive for real. She's asking to be saved, and I couldn't handle that. And so now she might already die because she's bled out a lot. And what, baby? What did you say? I want to talk to 911. She said, please send to her. Okay. Well, we've got people en route. Can you tell me what happened? Ma'am? I can't get the door open. You can't get what door open, darling? The front door, so y'all can come in when y'all get here. Why won't it open? I don't know. I don't see my wife. Are you on the right-hand side of the road or the left-hand side of the road, sweetie? Can you tell me what happened? Okay. I don't want to say. I don't see any lights. They're not coming. Well, they're on their way. How many children do you have? Two. Huh? Two. Two? Is dead. One of them is dead. She's dead, but the other one, she wants to be saved, and she needs to be saved, and I don't see any lights. Tell them to get down here. Honey, they're coming. They're coming. Do you have any weapons? I do. I have a knife. Should I throw it away? No, ma'am. Just put it in. She's got a knife. Can you not tell me what your name is? Oh. Huh? Hold on. What's your name, darling? I'm not telling you my name. I'm trying to walk the door. How old are your children? But Janet, hurry up. Honey, they are coming. They're on their way.
You should be hearing lights and sirens. Seeing lights and hearing sirens. Are you still with me? Still with you. I'm here. They're not here. They're on their way, sweetheart. They had to come from different parts of the county. Hold on, kid. They're coming. Tell them not to shoot me. I don't have a gun. Okay. When they get there, I want you to lay the knife down out. When you get the door open, I want you to lay the knife down so they can see that you don't have any weapons. Okay. Oh my God, she's dead. Oh my God. How old are the children? I won't tell you. Come out with our hands up. But I can. Okay. I see them. They're right here. Goodbye. All right. Bye. Les secours et la police arrivent très rapidement sur place et lorsqu'ils arrivent, Debra est toujours au téléphone avec le 911, mais elle n'a plus son couteau, elle l'a posé. Et dans la maison, il y a les deux petites filles. Elles sont allongées au sol dans la salle de bain et elles sont recouvertes de sang. Debra est arrêtée par la police tandis que la petite Kirsten est prise en charge par les secouristes. Et chose assez étonnante, elle est toujours en vie malgré la gravité de ses blessures. Elle est héliportée à l'hôpital de Dallas, son état est critique, elle a perdu beaucoup de sang, mais elle s'accroche. Malheureusement, concernant la petite Kelsey, il n'y a plus rien à faire. Elle était déjà morte à l'arrivée des secours. Debra est conduite au commissariat de police, elle est longuement interrogée, puisqu'on veut comprendre pourquoi elle a fait ça. Et elle explique que son divorce lui a brisé le cœur. Elle aurait préféré mourir après ça. L'affaire fait très rapidement le tour du comté d'Hill et tout le monde est choqué. Les gens sont profondément choqués de savoir qu'elle a poignardé ses deux filles, que l'une des deux est morte, que l'autre est dans un état critique à l'hôpital. Tout le monde se connaît plus ou moins dans les petites villes comme ça. Et même si beaucoup étaient au courant de ses troubles mentaux, il n'aurait jamais pensé qu'elle ferait quelque chose de ce genre. Quant à Lester, il est anéanti. Il vient de perdre l'une de ses filles, qui était à peine âgée de 12 ans. L'autre est en soins intensifs, alors qu'il avait demandé une ordonnance de restriction. Une ordonnance qui a été rejetée par un juge. Et pire encore, la première visite que Debra a pu avoir était faite sans supervision, alors qu'elle avait des antécédents de troubles mentaux. Il y aurait au moins dû y avoir une supervision à cette visite. Les funérailles de la petite Kelsey se tiennent le 13 juin à Hillsborough et à sa sortie de l'hôpital, Kirsten retourne vivre avec son père. Et en attendant l'ouverture du procès de Debra, Kirsten a tenu à rencontrer sa mère en prison. Elle s'y est rendue avec son père, ils ont parlé avec elle pour tenter de comprendre ce qu'il s'était passé. Pourquoi avoir poignardé ces deux filles qui l'aimaient pourtant profondément? Debra maintient qu'elle était bouleversée par le divorce. Elle en voulait terriblement à Lester. Elle souffrait et elle voulait que tout le monde souffre comme elle. Mais en voyant que chacun avait repris en quelque sorte sa vie, elle a voulu se venger. Elle voulait faire du mal à Lester. Le procès de Debra Jeter s'ouvre en mai 2010. Elle est accusée de meurtre avec préméditation et tentative de meurtre. Elle risque la peine capitale. Mais elle échappe à la peine capitale en accédant de plaider coupable. C'est un plaidoyer de culpabilité. Si elle avait plaidé non coupable, sa fille Kirsten aurait été obligée de venir témoigner à la barre pour expliquer ce qu'elle et sa petite sœur ont subi le 5 juin 2009. Et le fait de plaider coupable, ça lui permet également d'éviter la peine capitale. Si je ne vous dis pas de bêtises, le Texas est l'État où il y a le plus d'exécutions aux États-Unis. Après, je suis pas sûre, mais il me semble que ce sont les chiffres que j'avais lus lorsque j'avais traité l'affaire Carlos de Luna. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir, elle est super intéressante. Quoi qu'il en soit, grâce à cet accord, Debra Jeter est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Même si cette affaire n'a pas énormément été couverte par la presse, elle a fait énormément de bruit dans le comté d'Hill. La famille Jeter a été harcelée, les parents de Debra ont dû donner une fausse identité. En tout cas, la presse a respecté cette volonté de ne pas noter leur vrai prénom et leur vrai nom. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que les noms, prénoms indiqués dans la presse n'étaient pas du tout ceux que moi j'avais trouvés de mon côté sur Find the Grave. Bon, après je me le permets de le dire dans la vidéo parce que c'est une vidéo francophone et que forcément ça va pas, comment dire, c'est pas ça qui va faire que les parents de Debra vont être harcelés. Les Américains ne vont pas regarder ma vidéo, je me doute bien. Mais bref, cette affaire, elle a fait énormément de bruit. Tout le monde voulait parler à la petite survivante, à Kirsten. Et elle a reçu tellement
de demandes d'amis sur Facebook, ainsi que des messages déplacés, inopportuns. Vous savez, ceux qui vous envoient des messages « Coucou ma belle, toutes mes condoléances » et qui veulent ensuite vous poser des questions relatives à l'affaire, que ça l'a tellement saoulée, la pauvre, qu'elle a mis un message public sur son compte Facebook pour demander aux gens d'arrêter de lui envoyer des messages. Et enfin, vous vous doutez bien, la petite avait 13-14 ans à ce moment-là. Tous les jours, elle recevait des demandes d'amis, des messages, alors qu'elle n'avait même pas fini son deuil. Et elle en a eu marre. Hein. Et c'est ce qui explique certainement la raison pour laquelle la presse n'a pas beaucoup couvert cette affaire. Parce qu'il y a eu une sorte de cordon de sécurité autour de la famille Jeter. La famille de Lester n'a pas voulu parler à la presse. Et je pense même qu'il y a eu de la solidarité peut-être au sein d'Hillsborough. Les voisins n'ont pas beaucoup parlé pour éviter en fait d'alimenter toute cette affaire. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me l'explique. Quoi qu'il en soit, après le procès, Lester et sa fille Kirsten ont déménagé en Géorgie pour tourner la page. Lester s'est remarié en juillet 2015 avec une certaine Emily, avec laquelle il a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Quant à Kirsten, aujourd'hui c'est une jeune femme de 27 ans. La famille est très unie, ils ont toujours essayé de rester discrets malgré les nombreuses demandes d'interviews et de reportages. Mais il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, que Netflix compte adapter cette affaire soit sous forme de film, soit sous forme de documentaire. Bon, j'en sais pas plus, hein. J'ai vu quelques infos tourner sur le net. Apparemment, c'est en projet depuis 2022. Donc, comme on dit, wait and see. Voilà tout pour l'histoire des 2 sœurs Jeter, 2 fillettes qui aimaient profondément leur maman, une femme qui n'a pourtant pas hésité à les poignarder sauvagement une soirée de juin 2009. We done everything we could. Maybe we could have done more. But bro, we're only human. Do you know what I'm saying? My mum is only human. We're all people. Yeah? Everyone done everything in their power to try be there for my sister. Stop saying she didn't have a support system. She had all the support that she could have needed. Yeah? But one thing I will say is it's not my family's fault. I just wanted to highlight, yeah, as much as me and my family done everything that we could. Salimi done everything to make sure my sister was good. Do you know what I'm saying? My sister was a young mum and that. Where was social services? Like, a lot of this ain't making sense, yeah? There's a lot of people that have to account for this, yeah? There's only so much a family can... L'histoire se déroule en 2019 en Angleterre, plus précisément à Brighton, une ville de 600 000 habitants située à 70 km de Londres. Verfi Coody est une jeune Anglaise de 18 ans qui vit dans un centre d'hébergement pour personnes en difficulté avec sa fillette de 20 mois, Assia Navea. Elle est mère célibataire et elle bénéficie des aides de l'État puisqu'elle ne travaille pas. Et à ce jour, l'identité du père d'Assia est inconnue. Verfi a grandi à Brighton avec sa mère qui s'appelle également Assia et sa grande sœur Aïcha. Son père, Mouba, semble avoir fait partie de sa vie, mais dans une moindre mesure. Ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle a eu une vie assez mouvementée. Enfant, c'était une élève plutôt brillante qui ne posait pas particulièrement problème à ses parents. Aucun problème de comportement à l'école, elle avait de bonnes notes. Mais à partir de ses 14 ans, tout bascule. Elle entre en rébellion avec sa mère et multiplie les épisodes de violence verbale. À ce moment-là, Verfi semble être une adolescente complètement perdue. Sa mère, Assia, ne sait pas comment faire face à ça. Sa fille ne va presque plus à l'école, le peu de fois où elle s'y rend, ça se passe très mal, et il lui arrive même de découcher pendant des semaines entières sans lui donner de nouvelles. À ses 15 ans, l'adolescente est prise en charge par les services sociaux et elle est placée dans un foyer d'accueil dans la ville de Norfolk. Assia pense que cette mesure permettra sans doute à sa fille de retrouver le droit chemin, puisque c'est un peu l'objectif de ce type d'établissement, mais à sa grande surprise, Verfi en ressort enceinte au bout de quelques mois. Alors, d'après certaines sources, Verfi aurait été violée dans cet institut et elle aurait été victime de trafic sexuel durant cette période. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à ce jour, on ne connaît toujours pas l'identité du père de sa fille. Quoi qu'il en soit, à l'accouche de la petite Assia le 22 mars 2018, à ce moment-là, Verfi a 16 ans, donc elle est mère célibataire, et dans un premier temps, de ce que j'en ai compris, elle vit chez sa propre mère Assia avec sa fille. Quelques mois plus tard, elle crée sa chaîne YouTube,
Verfi veut devenir célèbre et percer par tous les moyens. Puis en septembre 2019, elle obtient un logement dans une petite structure sociale pour elle et sa fille à Brighton. C'est un bâtiment dans lequel des personnes en difficulté sont logées et encadrées par des travailleurs sociaux, même s'ils conservent leur autonomie. À ce moment-là, Verfi a de moins en moins de contact avec sa famille. Asia, quant à elle, est une petite fille joyeuse et calme, qui ne demande qu'à grandir entourée d'amour, comme tout enfant le mérite, et on pourrait penser que cette maternité pourrait être un nouveau départ pour Verfi, puisqu'elle pose fièrement avec sa fille sur ses réseaux sociaux. Donc effectivement, on peut se dire que cette maternité est en train de lui apporter de la maturité, afin de se construire, afin de grandir aux côtés de sa fille. Mais Verfi a d'autres projets, et Asia ne semble pas en faire partie. Nous sommes donc fin 2019, Verfi vit avec sa fille Asia dans le logement social à Brighton et elle subvient à leurs besoins grâce aux aides de l'État. Elle ne veut pas reprendre ses études ou entamer une formation qui puisse lui permettre ensuite de trouver un travail. Non, Verfi veut devenir célèbre. Comme je vous l'ai dit, elle a créé sa chaîne YouTube 1 an auparavant. Donc elle a commencé à y poster des vidéos de lifestyle et autres joyeuseries, mais à ce jour, plus rien n'est disponible. Donc tout semble avoir été supprimé. En parallèle, Verfi veut continuer de s'amuser, comme elle le faisait avant la naissance de sa fille. Elle sort très souvent en boîte avec des amis, mène une vie plutôt insouciante, voire inconsciente, et elle décide même de marquer le coup pour son anniversaire. Elle aura 18 ans le 5 décembre. Il y a un concert à Londres auquel elle veut absolument assister, et puis elle souhaite également faire la fête avec ses amis et avec son petit ami pour son anniversaire. Le 5 décembre 2019 arrive, Verfi quitte son appartement à 17h40 toute seule. Et durant 6 jours, la jeune femme fait la fête dans plusieurs villes, dont Londres et Coventry, avec son petit ami et des amis. Concerts, restaurants, soirées, une semaine très chargée. Tandis qu'à son appartement de Brighton, la petite Asia attend désespérément toute seule dans le noir le retour de sa maman. La caméra de surveillance de l'immeuble de Verfi Coudi filme son retour le 11 décembre à 15h40, soit presque 6 jours après être parti faire la fête. Plus de 2 heures après être remonté dans son appartement, Verfi contacte le centre d'appel des urgences pour leur dire que sa fille ne se réveille pas. Les secours arrivent sur place à 18h20, mais il est trop tard. La petite Asia est déjà morte. Elle est froide et elle présente des signes de rigidité cadavérique. Ce que les ambulanciers remarquent également, c'est qu'elle est très sale et l'appartement est dans un piteux état. Verfi, quant à elle, semble bouleversée et extrêmement surprise. Elle ne comprend pas pourquoi sa fille est morte. Elle leur dit qu'Asia s'est sentie mal toute la journée, donc elle lui a donné du Calpol. C'est un sirop qui contient du paracétamol. Puis elle lui a donné à manger une banane et lui a donné à boire. Mais la petite s'est tout de suite endormie comme si elle se sentait malade. Vous l'aurez compris, Verfi ment. Les ambulanciers repartent donc avec le corps d'Asia à l'hôpital pour enfants de Brighton, même s'ils savent qu'elle est déjà morte, mais c'est une fois sur place que sa mort est constatée officiellement. Et là encore, Verfi maintient ses premières déclarations. Sa fille se sentait mal, elle lui a donné du Calpol, puis elle lui a donné à manger et à boire, mais la petite s'est endormie, et après, Verfi s'est rendu compte qu'Asia ne se réveillait plus. Mais entre-temps, le personnel du centre d'hébergement récupère les images enregistrées par la caméra de surveillance de l'immeuble, et ce qu'ils y voient, c'est que Verfi quitte son domicile toute seule le 5 décembre, et elle revient seulement le 11 décembre. La police, qui a été alertée par le personnel du centre d'hébergement, récupère les images ainsi que le rapport d'autopsie. D'après le médecin légiste, la mort d'Asia est plurifactorielle. Elle n'avait pas mangé et bu depuis plusieurs jours et elle avait la grippe au moment de sa mort. Le médecin ajoute qu'elle présentait de l'érythème fessier assez sévère. Ce sont des irritations produites par les couches lorsqu'elles sont très sales et humides. Alors, j'ai pas trouvé la date précise de la mort de la petite, mais comme elle présentait des signes de rigidité cadavérique, j'en ai déduit qu'elle est morte le matin même ou la veille de la découverte de son corps. La police, qui détient à présent tous ces éléments, fait A plus B est égal Verfi grosse mytho. Elle est donc mise en examen pour homicide par négligence, mais elle demeure libre jusqu'à l'ouverture de son procès. Lorsque l'affaire éclate au grand jour,
c'est le choc. Pas seulement pour ce que Verfi a fait, mais également pour ce que les services sociaux n'ont pas fait. Verfi, une adolescente avec un passé, on va dire, assez chargé, qui ne travaillait pas, qui ne rendait de compte à personne et qui vivait toute seule dans un appartement à la limite de l'insalubrité, avait à sa charge une fillette de 20 mois. Et le souci, c'est que Verfi était mineure à ce moment-là, mais elle n'était suivie par personne. Aucune assistante sociale n'est jamais passée à son domicile. Même les travailleurs sociaux du centre d'hébergement ne se sont pas rendus à son domicile pour voir si tout se passait bien, si la petite se portait bien. Alors oui, une femme peut être une très bonne mère, même en étant très jeune, c'est pas antithétique, mais là le problème en fait c'est qu'on avait affaire à une situation, on va dire, assez tendue, dans le sens où tout laissait présager que c'était une situation à risque. Mais aucun suivi n'a été fait pour Verfi, puisque clairement elle en avait besoin, mais surtout aucun suivi n'a été fait pour sa fille de 20 mois. Et au fur et à mesure que l'instruction avance, eh bien on se rend compte que ce n'était même pas la première fois que Verfi laissait sa fille toute seule dans leur appartement pour aller faire la fête. La mère de Verfi vivait également à Brighton, donc pas très loin de chez sa fille, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où Verfi a obtenu ce logement social pour elle et sa fille, elle a pris pas mal de distance avec sa famille. Donc elle avait quelques contacts avec sa mère, mais c'était, on va dire, plus pour lui demander de l'argent. Voilà, c'était plus des petits appels, des petits textos pour lui dire « Maman, est-ce que tu peux me dépanner de 50 livres, de 100 livres? Je te les rendrai la semaine prochaine, là j'en ai vraiment besoin pour acheter à manger. » En fait, cet argent lui servait ensuite à sortir en boîte. Et tandis que les semaines et les mois passent et qu'on attend l'ouverture du procès, Verfi tente de percer dans le mannequinat via ses réseaux sociaux. Elle poste des outfits pour devenir la prochaine égérie de la marque Pretty Little Thing. Alors oui, c'est complètement surréaliste, hein. Moi-même au départ, j'ai eu du mal à y croire, tellement c'est glauque. Et pourtant, c'est vrai, le procès était sur le point de s'ouvrir. Sa petite fille était décédée à cause de sa négligence et de son insouciance. Mais à ce moment-là, Verfi ne lâchait pas son rêve de devenir célèbre. Et c'est à partir d'octobre 2020 que démarre le procès dans l'East Sussex. Et malgré le jeune âge de l'accusé, la cour ne compte pas être magnanime, puisque clairement, Verfi Coudy a sciemment provoqué la mort de sa fille pour sortir faire la fête. Elle savait parfaitement qu'un enfant de 20 mois ne pouvait pas subvenir lui-même à ses besoins, aller se faire à graille ou changer ses couches, puisqu'elle a menti aux ambulanciers. Souvenez-vous que lorsque les ambulanciers l'ont interrogée, elle a menti. Elle a dit qu'elle avait donné du médicament à sa fille, elle a dit qu'elle l'avait nourrie, qu'elle lui avait donné à boire, alors qu'elle ne l'avait pas vue depuis 6 jours. Ça, elle l'a sciemment caché aux ambulanciers, puisqu'elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle avait fait quelque chose de très grave. Et la question que beaucoup se posent, c'est « mais qu'a-t-elle fait pendant ces 2 heures ?» Vous savez, entre le moment où elle est rentrée chez elle et le moment où elle a appelé les urgences, il y a à peu près 2 heures. Qu'a-t-elle fait pendant ces 2 heures? On se dit... Est-ce qu'elle a réfléchi à la façon dont elle pouvait se sortir de cette situation, ou est-ce qu'elle ne s'est même pas rendue compte que sa fille était morte? Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, l'enquête a révélé que ce n'était même pas la première fois qu'elle laissait Asia toute seule dans l'appartement pour sortir faire la fête. D'après l'enquête de police, grâce aux images des caméras de surveillance de l'immeuble, elle l'a fait au minimum à 6 reprises depuis qu'elle s'était installée dans cette structure. Pour vous donner quelques exemples, en octobre, elle l'a laissée presque une journée toute seule dans l'appartement, et en novembre, plus de 2 jours. Les voisins de Verfi ont été interrogés, bien sûr, pour savoir s'ils ont entendu des choses particulières durant les 6 jours d'absence de Verfi, et tous sont unanimes, ils n'ont pas entendu la petite Asia pleurer. Du 5 au 11, personne ne l'a entendu. L'explication qui a été donnée par un pédiatre, c'est que, en fait, Asia ne se servait plus de ses pleurs pour manifester ses besoins, puisqu'elle avait appris au contact de sa mère que ça ne servait absolument à rien. Et l'autre point qui a scandalisé la cour, c'est la préméditation de son geste. Les jours qui ont précédé le 5 décembre, Verfi a échangé à de nombreuses reprises avec des amis et avec son petit ami par texto pour s'organiser pour le 5 décembre. Et elle a également échangé des messages avec sa mère. En fait, sa mère voulait lui organiser un repas d'anniversaire chez elle. Ce qu'il s'est passé, c'est que Verfi l'a contactée par SMS pour lui dire qu'elle était malade, qu'elle et la petite Asia étaient malades
et que de ce fait, elle ne pourrait pas se rendre chez sa mère. Et durant son marathon festif, Verfi n'a parlé de sa fille qu'à une seule reprise à ses amis pour leur dire qu'elle lui manquait et qu'elle se trouvait chez sa mère. Donc, en fait, là, la cour comprend qu'elle savait pertinemment que ce qu'elle faisait était mal, sinon elle n'aurait pas menti à ses amis, et sinon elle n'aurait pas menti non plus à sa mère. Donc là, la cour se rend compte que la jeune fille savait que ce qu'elle faisait était mal. D'ailleurs, il y a eu un autre point qui a été soulevé, ça concerne le repas d'anniversaire préparé par sa mère. Quand elle a dit à sa mère qu'elle ne pouvait pas venir, qu'elle était malade et qu'elle préférait rester chez elle avec la petite Asia, elle lui a également demandé de lui dépanner de l'argent. Et en fait, cet argent devait lui servir à aller faire la fête. Donc la jeune fille voulait tellement aller faire la fête qu'elle était prête à mettre la vie de sa fille en péril. En fait, pour elle, le mensonge, c'était la seule échappatoire. Puisque si elle avait dit à sa mère qu'elle voulait simplement aller faire la fête et qu'elle lui avait demandé de garder sa fille, peut-être que sa mère lui aurait dit « Écoute, là t'exagères, viens passer ton repas d'anniversaire en famille ». Donc en gros, Verfi voulait tellement faire la fête qu'elle était prête à mettre la vie de sa fille en péril. Les avocats de la défense ont bien évidemment mis en avant le profil psychologique de leur cliente, en disant que c'était une jeune femme qui était extrêmement perturbée, qu'elle avait subi des traumatismes durant son enfance et durant son adolescence, le trafic sexuel dont elle aurait été victime, le viol dont elle aurait été victime également dans le foyer de Norfolk, comme si finalement ça pouvait justifier son état d'insouciance et d'inconscience. Cela dit, Verfi accepte finalement de plaider coupable en août 2021. Elle admet avoir laissé sa fille seule à plusieurs reprises et avoir menti lors de l'enquête pour éviter d'avoir des problèmes. Elle est condamnée à 9 ans de prison pour homicide involontaire. Son entourage, quant à lui, a fait savoir que cette affaire avait fait voler en éclats leur famille. En 2026, Verfi Koudi sera donc libérable puisqu'elle aura purgé les 2/3 de sa peine, une sentence que beaucoup jugent très clémente compte tenu de l'atrocité de son geste qui a conduit à la mort de sa fille de 20 mois, une journée de décembre 2019. Era una bimba solare, affettuosa, socievole, educata, tranquilla, serena. Niente nei suoi atteggiamenti poteva far sospettare o far pensare dei problemi in famiglia. Quindi quello che è successo lascia proprio, non si può immaginare, non si può accettare, ecco. L'histoire se déroule en 2022 en Sicile, plus précisément à Mascalucia, une petite ville située près de Catane. Martina Patti est une jeune femme de 24 ans, élève infirmière et mère d'une petite fille âgée de 5 ans, Elena, avec laquelle elle vit dans une maison à Mascalucia, juste au-dessus de chez son oncle et sa tante. Elle a eu sa fille avec son ex-compagnon Alessandro, âgé de 25 ans. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était âgée de 18 ans et très rapidement elle est tombée enceinte. Au départ, les familles de Martina et Alessandro n'étaient pas vraiment chauds pour cette grossesse compte tenu de leur jeune âge, ils avaient 18-19 ans, mais Martina et Alessandro ont décidé de le garder. Donc ils ont bien fait comprendre à leur famille que, in fine, c'était eux qui auraient le dernier mot. Et la petite Elena est née. Leur relation a toujours été ce qu'on peut qualifier de toxique. Il y avait de la violence verbale, de la violence psychologique, physique, des deux côtés. Ils se quittaient, ils se remettaient ensemble, ils se quittaient pour se remettre une nouvelle fois ensemble. D'après certaines sources, peu après la naissance d'Elena, Martina a quitté Alessandro pour un autre homme, mais cette nouvelle relation n'a pas duré très longtemps, donc ils se sont remis ensemble, elle et Alessandro. Mais comme je vous l'ai dit, c'était en dents de scie. Alessandro quittait la maison de Mascalucia pour retourner chez ses parents. Il se rabibochait avec Martina, il retournait à la maison, puis il repartait. Il s'est installé quelques mois en Allemagne pour travailler. Alors on n'a pas les dates précises, puisque comme vous le savez, dans ce type d'affaires, au départ, on n'a pas forcément toutes les informations et elles viennent progressivement. Mais ce dont on est sûr, c'est que lorsqu'Elena était toute petite, et que lui et Martina s'étaient séparés, il est parti travailler quelques mois en Allemagne, puis il est retourné vivre à Mascalucia avec ses parents. Au mois d'avril, donc tout récemment, il rencontre une autre femme et il quitte définitivement Martina. Et sa nouvelle compagne
devient sa compagne officielle puisqu'il la présente à sa famille et à sa fille Elena. Pour vous donner un peu plus de détails sur Alessandro, c'est un jeune homme qui a fait pas mal de bêtises dans sa vie, vente de substances illicites, vol, un peu de prison, bref, c'est un délinquant, mais c'est pas non plus un gangster. Toujours est-il que les rapports entre Alessandro et Martina se sont fortement dégradés depuis leur rupture définitive en avril. À la base, c'était une relation toxique, ils ne s'entendaient pas forcément, mais depuis la rupture, on va dire que ça s'est fortement aggravé. Ils se piquent mutuellement via leurs réseaux sociaux. Alessandro poste une photo de sa copine sur son WhatsApp. Martina poste également des vidéos et des photos en compagnie d'hommes. Le but, clairement, c'est de se piquer mutuellement. Et ce qu'il ressort des témoignages de leur entourage, c'est qu'ils se servent également de leur fille Elena dans leur guéguerre 2.0. Alors, la famille de Martina dit que c'est Alessandro qui se sert d'Elena pour faire du mal à Martina. La famille d'Alessandro dit qu'au contraire, c'est Martina qui se sert de leur fille pour faire du mal à Alessandro. Les éléments factuels qu'on a jusque-là, c'est que les deux, en fait, se servaient de la petite, on va dire, à des degrés différents. Martina prenait très mal la rupture d'Alessandro, puisque c'est lui qui l'avait initié cette rupture. Et tout de suite après, il avait trouvé une nouvelle compagne qu'il avait présentée à sa famille et à sa fille. Et on va dire que ça, elle le vivait assez mal, puisque sa fille Elena s'entendait très bien avec la nouvelle compagne de son père. Ce que l'on note également, c'est que les familles de Martina et Alessandro n'avaient pas de rapport, on va dire, très cordiaux depuis la rupture des deux jeunes gens, puisque dans la mesure où Mascalucia, c'est une petite ville, les problèmes des uns deviennent forcément les problèmes des autres, et puis chaque parent veut prendre la défense de son enfant, donc les rapports interfamiliaux étaient assez tendus. Mais malgré cette situation, la petite Elena peut quand même voir son père et sa famille paternelle avec laquelle elle a des liens très étroits, chez qui elle dort régulièrement. Ses grands-parents disent d'elle que c'est une petite coquine qui est très douce, pleine d'affection. Et la famille Del Pozzo est unanime sur ce point. Malgré la situation complètement anxiogène, Elena est une petite fille pleine de vie et très heureuse. On est le 13 juin 2022 à Mascalucia. Martina Patti se rend à la gendarmerie aux alentours de 15h30. Elle est complètement paniquée. Elle leur explique que vers 13h, elle s'est rendue à l'école maternelle pour récupérer sa fille Elena. Elles sont montées en voiture et tandis que la voiture roulait au lieu-dit Piano di Tremestieri, 3 hommes armés et cagoulés ont forcé sa voiture à s'arrêter au milieu de la route. Ils sont sortis. Ils ont enlevé sa fille Elena et ils sont repartis en trombe. Donc là, a priori, il s'agit d'un enlèvement commis en plein jour dans une zone peu fréquentée. Les carabiniers lancent aussitôt un appel à témoins, tandis que plusieurs unités sillonnent la zone où s'est produit l'enlèvement. Le point qu'il est important de comprendre pour eux, c'est le motif de l'enlèvement. Alors tout d'abord, on pense à la mafia. On se dit, est-ce que la mafia n'aurait pas décidé d'enlever une fillette de 5 ans ? Ça paraît quand même fort improbable. À notre époque contemporaine, en tout cas, en Sicile, la mafia n'enlève pas d'enfants. Donc on se dit non, ça peut pas être eux, puis quel serait le motif, enlever une enfant de 5 ans, pourquoi? On pense ensuite à un enlèvement fait par des malfrats pour une demande de rançon. Là encore, ça tient pas la route, puisque Alessandro et Martina ne sont absolument pas fortunés, personne dans leur famille n'est fortuné. Ensuite, on pense au problème de justice d'Alessandro. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, petit délinquant, c'est pas non plus un gangster. Donc on se demande si l'enlèvement ne pourrait pas avoir un lien avec peut-être des activités illicites d'Alessandro. Mais là encore, ça paraît improbable. Oui, Alessandro a eu des problèmes avec la justice par le passé. Il a même eu quelques soucis avec des gars impliqués dans des affaires pas très claires, mais pas au point qu'on enlève son enfant de 5 ans. Pour reconstituer la timeline précise des événements, les enquêteurs vérifient les caméras de surveillance de la crèche où se trouvait Elena. Et effectivement, on y voit bien Martina récupérer sa fille, qui semble très heureuse de retrouver sa maman. Donc jusque-là, ça colle. Ils visionnent également les enregistrements des caméras de surveillance qui se trouvent à proximité
de l'endroit où a été enlevée Elena et étrangement, on ne voit ni agression, ni enlèvement, ni voiture, pas même celle de Martina. Les habitants qui vivent à proximité sont interrogés par les carabiniers et en fait ils sont formels. À l'heure présumée de l'enlèvement, ils n'ont absolument rien entendu. Dans le doute, les carabiniers vérifient le véhicule de Martina. Effectivement, sur le côté, c'est légèrement endommagé. Donc, elle a indiqué qu'elle a été forcée de quitter la route par une voiture qui a tapé contre sa voiture. Donc, ouais, effectivement, ce point-là, ça peut corroborer sa version. Cela dit, quand la police scientifique vérifie la carrosserie, ils ne trouvent aucune empreinte ou même aucune trace qui aurait été faite par quelqu'un par-dessus la carrosserie. Mais les carabiniers ne sont pas au bout de leur peine, puisqu'ils découvrent que Martina, quand l'enlèvement de sa fille s'est produit, au lieu d'appeler directement la gendarmerie, au lieu de noter le numéro de la plaque d'immatriculation, au lieu de poursuivre même ses ravisseurs qui détenaient sa fille, selon ses dires, elle appelle son ex-compagnon pour lui dire que leur fille a été enlevée. Puis, elle appelle d'autres personnes, des personnes de son entourage, pour leur expliquer ce qu'il vient de se passer. Et ensuite, elle se rend chez ses parents pour qu'ils l'accompagnent à la gendarmerie afin de signaler l'enlèvement de sa fille. Tout ça, mis bout à bout, ça laisse quand même dubitatif, pour ne pas dire autre chose. Les enquêteurs réinterrogent Martina pendant plusieurs heures et là, ils la mettent face à toutes ces contradictions, face à tous ces comportements très étrange, mais elle n'en démord pas. Sa fille a été enlevée. Elle est interrogée toute la nuit et c'est dans la nuit du 13 au 14 juin qu'elle revient sur ses premières déclarations et qu'elle avoue ce qu'il s'est réellement passé. En gros, son père a demandé à lui parler et parce que les enquêteurs avaient expliqué à son père tout ce qui n'allait pas dans l'histoire de sa fille et il a demandé à lui parler. Il lui a dit: écoute ma fille, quoi que tu aies pu faire, moi de toute façon je t'aimerai toujours. Simplement, à présent, il faut que tu dises la vérité. Martina raconte que, effectivement, sa fille n'a pas été enlevée la veille par des hommes encagoulés. Non. Elle l'a tuée et elle a dissimulé son corps dans un champ à environ 500 mètres de chez elle. Elle ajoute qu'elle ne se souvient pas de tout. Elle a quelques vagues souvenirs. Donc, d'après ces quelques souvenirs, voilà ce qu'il s'est passé. Elle a récupéré sa fille à la crèche à 13h, soit 1 heure avant l'heure habituelle. Elles sont rentrées chez elle à Mascalucia. Sa fille a mangé un petit gâteau. Elle regardait des dessins animés. Puis à 14h, elle a proposé à sa fille Elena d'aller voir sa grand-mère maternelle, donc la mère de Martina. La petite a dit ok. Elles sont sorties, elles sont montées en voiture. Mais en cours de route, Martina a changé d'avis sans qu'elle ne puisse se l'expliquer. Elle l'a emmenée dans un champ qui se trouve donc à proximité de son domicile. Elles sont sorties de la voiture et au milieu du champ, Martina a frappé sa fille, puis elle lui a recouvert la tête avec un sac poubelle. Elle explique qu'elle l'a poignardée à plusieurs reprises. Elle a ensuite mis sa fille dans plusieurs sacs poubelles qu'elle a enterrés dans un petit trou qu'elle a fait au milieu du champ. Elle est retournée chez elle, elle s'est nettoyée et elle a simulé cette histoire d'enlèvement. Là, les enquêteurs lui demandent où est-ce qu'elle a trouvé les sacs poubelles, le couteau, le matériel nécessaire pour creuser un trou. Voilà ce qu'elle leur dit. C'était la première fois que j'emmenais la petite dans ce champ. J'ai l'image du couteau, mais je ne me souviens pas où je l'ai eu. Je ne me rappelle pas avoir fait du mal à la petite. Je me rappelle seulement avoir beaucoup pleuré. Vous l'aurez compris, si les enquêteurs posent cette question, c'est pour savoir s'il y a eu préméditation. Est-ce qu'elle est sortie de chez elle en emportant des sacs poubelles, un couteau et une pelle parce qu'elle savait ce qu'elle allait faire, ou est-ce qu'elle les a trouvés sur place dans sa voiture? Enfin, quoi qu'il en soit, en fait, ils veulent savoir s'il y a eu préméditation. Mais Martina ne sait pas. C'est beaucoup trop flou. D'ailleurs, elle ne sait même pas pourquoi elle a tué sa fille. La seule chose dont elle se souvient, c'est que pendant qu'elle mettait des coups de couteau à sa fille, elle tournait la tête pour ne pas voir ce qu'elle faisait. Le matin même, elle conduit les enquêteurs dans le champ en question et c'est dans un petit trou qu'on retrouve le corps d'Elena caché dans des sacs poubelles. Elle a été jetée dedans la tête la première et partiellement recouverte de terre. Peu après, la famille paternelle arrive sur place, suivie d'Alessandro et de sa nouvelle compagne. C'est de cette façon qu'ils apprennent qu'Elena est morte. La Sicile, qui suit cette affaire depuis la veille avec angoisse, apprend que la fillette n'a jamais été enlevée,
mais qu'elle a été froidement assassinée par sa propre mère. Autant vous dire que ça a été un choc, même si certains doutaient de cette histoire de kidnapping. D'ailleurs, dans la famille Del Pozzo, certains émettaient un doute. Certains n'y croyaient pas à l'histoire du kidnapping, mais pour eux, en fait, il ne pouvait pas être question de meurtre. Certains pensaient peut-être qu'elle avait caché sa fille pour empêcher Alessandro et sa famille de la revoir, mais à aucun moment, ils n'auraient cru qu'elle aurait assassiné la petite. Le 17 juin, le corps d'Elena Del Pozzo est autopsié. Le médecin légiste note 11 coups de couteau, dont un à l'artère subclavière. Ça se situe près de la clavicule. Et ça, c'est un coup qui est mortel. Il y a également un coup de couteau au niveau de l'oreille, mais la plupart ont été faits dans le dos, ce qui signifie que la petite a été poignardée de dos. Et certaines de ces blessures indiquent qu'Elena a tenté de se défendre. Le domicile de Martina à Mascalucia est perquisitionné puisque les enquêteurs souhaitent mettre la main sur le couteau qui a été utilisé, mais ils veulent également vérifier qu'il n'y a pas de grosses traces de sang puisqu'ils veulent s'assurer qu'elle n'a pas été tuée dans la maison puis transportée dans le champ. Alors de ce que j'en ai compris, les enquêteurs au départ pensaient qu'elle aurait pu bénéficier de l'aide d'un complice, donc ils veulent s'assurer que chez elle, personne ne l'a aidé à transporter le corps d'Elena de la maison vers le champ. Et à l'intérieur, ils découvrent uniquement quelques petites traces de sang, ce qui corrobore la version de Martina. Elena a effectivement été tuée dans le champ. Tous les couteaux sont emportés afin d'être analysés. À l'heure où je tourne la vidéo, ils n'ont toujours pas mis la main sur le couteau qui a servi, donc peut-être qu'au moment où ma vidéo sortira, on aura enfin trouvé l'arme du crime. Le problème par contre, c'est que le champ où le corps d'Elena a été retrouvé, il n'a pas été mis sous scellé, il n'a pas été protégé, ce qui veut dire que depuis la découverte du corps, il y a eu des va et des viens. Si Martina a laissé le couteau là-bas, il a très bien pu être ramassé par quelqu'un d'autre. Sur ce point, les carabiniers ont été fortement critiqués, puisque on leur a reproché de ne pas avoir mis sous scellé le champ, pour éviter que des gens s'y rendent et ramassent peut-être des indices. La voiture de Martina est également vérifiée et à l'intérieur, pas de traces significatives de sang. Encore une fois, ça corrobore ses déclarations. Elena a été tuée dans le champ. Peu après, les enquêteurs obtiennent les images des caméras de surveillance situées à proximité du domicile de Martina. Et là encore, ça conforte ses déclarations. Ce que l'on peut voir dans l'enregistrement, c'est que Martina et Elena rentrent de la garderie en voiture à 13h30. Elles ressortent de la maison 24 minutes plus tard et prennent la route en direction du champ. 1h09 plus tard, Martina rentre seule du champ. Il lui aura donc fallu un peu plus d'1 heure pour tuer et enterrer sa fille. Là, on en est quasiment certain, Martina n'a bénéficié d'aucune complicité. À ce stade, tout le monde veut comprendre la raison pour laquelle elle a tué sa fille. Dans des conditions aussi violentes, aussi atroces, on lui demande si elle était jalouse de la nouvelle compagne d'Alessandro. Est-ce que c'est ça qui l'a poussée à commettre ce geste? Martina explique que non, au contraire, depuis sa rupture, elle était très heureuse. Elle dit qu'Alessandro était violent avec elle, qu'il la rabaissait constamment et que à partir du moment où ils se sont séparés, elle s'est sentie revivre. Mais elle ajoute qu'elle se sentait mal à l'aise pour sa fille Elena puisque, d'après elle, la petite vivait très mal la nouvelle relation de son père. Mais ces déclarations ne collent bien évidemment pas avec la réalité des faits. On a des preuves que Martina vivait très mal la rupture avec Alessandro. On a également beaucoup de témoignages dans la famille paternelle. La grand-mère d'Elena, donc la mère d'Alessandro, déclare qu'à plusieurs reprises, elle a été témoin de certaines scènes de violence qui impliquaient Martina et Elena. Elle dit que Martina avait l'habitude de battre sa fille, mais pour rien, en fait, c'était totalement gratuit. Et quand je parle de battre, je ne parle pas d'une simple treja. Elle ne lui mettait pas des petites claques ou des petites tapes. C'était des scènes de violence, en tout cas d'après la mère d'Alessandro, assez choquantes. Elle dit que Martina voulait vraiment faire du mal, voulait punir Elena de quelque chose dont la petite n'était pas consciente et surtout n'était pas responsable. Io penso sempre questo. Nei confronti lei si deve figurare che una volta di queste volte che mio figlio l'ha lasciata,
e lei faceva come una pazza perché lei alzava le mani, quindi ora possiamo dire, perché mio figlio l'aveva detto, gli alzava le mani a mio figlio, lui l'ha presa di qua, dice fermati, lei cosa ha fatto? Se n'è andata a casa. Perché mio figlio non la voleva, gli ho detto fermati, dice ormai è finita, basta, ci siamo lasciati, basta. Lei cosa ha fatto? Se n'è andata a casa, non so perché questo solo perché ha fatto così, è diventata nera, ma vabbè, è andata all'ospedale, si è fatto dare qualche 30 giorni di prognosi, quello che è. Se n'è andata dai carabinieri e l'ha denunciato dicendo che lui era uno che la maltrattava. E alla bambina ha mai dato botte alla bimba, che lei sappia? Certo, davanti a me le ha dato botte alla bambina e una volta mio figlio mi ha raccontato che mi aveva mandato le foto, che gli aveva dato botte qua. Elena era tutta rossa qua. Ma perché non l'avete denunciata? Bene, grazie signora. Grazie. Non l'abbiamo denunciata perché prima di tutto lei mi deve dire proprio questo che dico io. Se fosse stato mio figlio, quando lei l'ha denunciato, che gli ha alzato le mani, tutte queste mani che gli ha alzato, stava succedendo già la fine del mondo. Lei gli ha detto a mio figlio, dice ritorna con me, dice che io ritiro la denuncia. Se poi andate dai carabinieri, c'è una denuncia ritirata da lei che aveva denunciato mio figlio, perché mio figlio ci è dovuto ritornare. Noi a un certo punto avevamo pure paura di questa persona. Il mio primo scopo nella mia vita era Elena. Comunque io una cosa voglio dire, noi siamo la famiglia del papà. Quando ci sono queste separazioni i papà sono sempre troppo bistrattati. Ora lei stava sempre con lei, perché con noi non poteva stare, e stava con noi quando decideva lei. Bene, ora finalmente che Elena è morta è nostra. Ora Elena è nostra. Et décidiamo noi cosa fare. Basta. On pense alors que Martina pourrait souffrir d'une pathologie nommée le complexe de Médée. Alors pour ceux qui ne sont pas intéressés par cette partie, vous pouvez la passer, de toute façon je vous ai mis des chapitres sous la vidéo. Là c'est une sorte de digression mais qui est en rapport avec le sujet puisque je vais développer en fait le complexe de Médée. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer. Bref, pour en revenir au complexe de Médée, Médée c'est un personnage de la mythologie grecque, c'est la fille du roi de la Colchide, Aétès. C'est une très belle femme qui est également magicienne, l'une des plus grandes de son temps. Un beau jour, Jason se rend en Colchide avec un groupe de héros, les Argonautes. Jason, c'est un héros qui est à la recherche de la toison d'or, une fourrure très spéciale qui lui permettra de récupérer le trône de son père, le roi Esson, qui lui a été volé par son frère Pélias. Donc Jason doit récupérer la toison pour que son oncle Pélias rende le trône. Mais elle est détenue par le roi de la Colchide, Aétès, qui accepte de la lui remettre à condition qu'il accomplisse des tâches très dures à accomplir pour le commun des mortels. Du haut de l'Olympe, les déesses Héra et Athéna souhaitent aider Jason à accomplir ses tâches parce qu'elles l'aiment bien et parce qu'elle s'ennuie un peu. Elle demande à Eros, le dieu de l'amour, de faire en sorte que Médée tombe follement amoureuse de Jason. C'est ce qu'il fait, Médée est complètement piquée. Médée va voir Jason et là lui propose un marché. Elle lui dit écoute, je te propose de t'aider avec ma magie pour que tu puisses gagner toutes ces tâches, mais en contrepartie, je veux que tu m'emmènes avec toi et que tu m'épouses quand tu repartiras avec la toison d'or. Jason accepte et il réussit toutes les épreuves. Donc vu qu'il a réussi, en théorie, il est censé récupérer la toison d'or. Le problème, c'est que le roi Aétès n'avait pas pour but de lui rendre la toison d'or. En fait, il voulait juste s'amuser un petit peu et faire en sorte que Jason soit tué durant ses épreuves. Donc forcément, il est fou de colère. Bref, Jason et Médée s'enfuient de la Colchide avec la toison d'or et avec le petit frère de Médée, Apsyrtos, qui leur sert d'otage. Elle tue son petit frère peu après et elle le découpe en morceaux qu'elle dissémine le long de son passage afin de faire perdre du temps à l'armée de son père qui récupère chaque morceau sur son passage. Médée et Jason ont donc pu s'enfuir avec la toison d'or et ils s'en vont à Iolkos qui est le royaume du père de Jason. Pendant plusieurs années, ils vont vivre quelques petites aventures dignes de la mythologie grecque. Donc ils vont affronter des ennemis et des événements très surprenants avant de trouver refuge à Corinthe, gouverné par le roi Créon. À partir de là, ils mènent une vie paisible. Ils ont même 2 enfants, Merméros et Phérès. Médée a ainsi la vie qu'elle voulait, vivre aux côtés de l'homme qu'elle aime et fonder un foyer. Mais ça, c'est sans compter l'ambition démesurée de Jason. Le roi Créon, qui connaît les exploits accomplis par Jason, donc il sait que c'est un bonhomme, un ragelonos,
il lui propose un marché, il lui dit écoute, j'ai ma fille, elle est célibataire, donc sa fille s'appelle Creuse, il lui dit j'aimerais que tu l'épouses et que vous puissiez donner un héritier au trône. Jason réfléchit à peine 3 secondes. Creuse, c'est une très belle femme, elle est jeune, et en l'épousant, il aura enfin la possibilité de gouverner un royaume. Il accepte. Donc il répudie Médée, la mère de ses enfants, et Créon l'expulse de Corinthe, puisque c'est une étrangère. Et ça, fallait pas faire ça. Folle de rage et de douleur, Médée tue Creuse, et dans un dernier élan de vengeance, on va dire, elle poignarde les garçons qu'elle a eus avec Jason, Merméros et Phérès, puis elle prend la fuite. La fin de sa vie n'est pas très claire, puisqu'il y a différentes versions de ce qui lui arrive ensuite, mais parmi l'une des versions disponibles, après avoir tué ses fils, les dieux ont eu pitié d'elle, puisque, souvenez-vous qu'initialement, c'est le dieu Eros qui a fait en sorte qu'elle tombe follement amoureuse de Jason. Donc ayant eu pitié d'elle, ils ont précipité sa mort. Elle s'est retrouvée alors aux Champs-Élysées et a épousé Achille. Tous les deux vécurent paisiblement dans ce lieu de repos éternel. Donc voilà, je vous ai fait un petit récit, j'espère concis, pour vous expliquer l'origine du complexe de Médée, une mère qui tue ses enfants pour se venger du père qui l'a abandonné. Bon, j'ai essayé de pas être trop longue pour éviter de me perdre, mais surtout de vous perdre. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai des liens en espace info ou dans un commentaire épinglé, des petits liens pour en savoir davantage sur l'histoire de Jason et la Toison d'Or. Pour en revenir à Martina, en plus de vouloir punir son ex de l'avoir quitté, la jalousie vis-à-vis de la nouvelle compagne aurait également joué un rôle dans son passage à l'acte, puisqu'Helena s'entendait très bien avec elle. Elle commençait même à nouer des liens assez forts, comme c'est le cas généralement dans les familles recomposées, on va dire. Après, bon, il est vrai que Alessandro et sa nouvelle compagne étaient ensemble que depuis quelques mois, mais vraisemblablement, la nouvelle compagne a tout de suite aimé je vais pas dire sa belle-fille parce qu'on n'en est pas à ce stade-là, mais en tout cas a tout de suite aimé la fille de son compagnon et ça se ressentait en fait qu'elle s'appréciait beaucoup. Helena pouvait parfois en parler à sa mère Martina de ses activités avec la nouvelle compagne de son père et vraisemblablement Martina n'a pas supporté ça. Cela dit, il y a une autre théorie qui n'a absolument rien à voir avec celle-ci et qui est en cours de vérification par les enquêteurs. En fait, depuis sa séparation d'avec Alessandro, Martina entretenait une relation plus ou moins sentimentale avec un vieil ami, un certain Francesco. Donc on se demande si elle n'a pas cherché à se débarrasser de sa fille pour pouvoir entamer cette nouvelle relation. Peut-être qu'elle pensait qu'étant mère d'une petite fille, cet homme n'envisagerait pas de relation sérieuse avec elle ou pas de relation même tout court. Donc la relation n'était pas consommée avec Francesco, c'était en pourparlers. Donc je pense qu'ils étaient en mode ça se dragouillait un petit peu. Et voilà, on se demande si elle n'a pas eu peur en fait qu'il la recale au final parce qu'elle avait une petite fille. Ce qui semble quand même très extrême comme réaction parce qu'elle avait la possibilité de laisser sa fille à son père. Donc la première théorie, la théorie vous savez de punir le père en faisant du mal à l'enfant, cette théorie-là tient quand même un peu plus la route. Et si cette première explication est celle qui est privilégiée, ces avocats pourraient mettre en avant le raptus. Le raptus en psychologie, c'est une impulsion violente et soudaine qui nous pousse à commettre un acte très très grave, là en l'occurrence le meurtre de sa fille. Alessandro a beaucoup réagi à la suite de la découverte du corps de sa fille et il a aussi beaucoup réagi à ce qui a été relayé par les médias, le fait qu'on dise que Martina avait agi dans un coup de folie. Donc il a tenu à s'exprimer, il a même écrit une lettre que je vais vous lire puisque je trouve important d'avoir son ressenti sur cette situation. Je m'appelle Alessandro Del Pozzo, je suis le papa d'Helena. J'ai entendu parler de folie et de jalousie maladive. Mais je n'ai pas entendu parler de méchanceté et de sadisme. Comment peut-on qualifier le geste de Martina de raptus? Un homicide prémédité et étudié dans les moindres détails. Les moments de folie sont suivis de moments de lucidité, moments durant lesquels elle n'a même pas regretté d'avoir tué la petite. Au contraire,
Elle a mis Elena dans un sac poubelle, l'a enterrée, elle s'est nettoyée, elle a inventé une histoire d'enlèvement et a abîmé sa voiture pour mettre en scène une agression. Donc un meurtre après lequel on crée une mise en scène et on cache le corps, ça ne peut pas être un raptus, un moment de folie passagère, non. Elle me l'a tuée, non pas parce qu'elle ne voulait pas qu'elle soit proche de ma compagne, mais parce qu'elle voulait lui monter la tête contre moi. Elle lui parlait mal de moi tous les jours, et Elena me le répétait. Elle n'aurait pas réussi à lui monter la tête contre moi, parce que moi et Elena, nous étions une seule et même chose. Et Martina la détestait pour ça. Elle a tellement essayé de parler en mal de moi à ma fille, jusqu'au jour où elle a compris que ça ne marcherait pas. Elle a donc étudié la façon de la tuer, détruisant cette vie innocente. Elle a récupéré Elena 1 heure avant à son école maternelle parce qu'elle avait déjà préparé son plan. Ça, c'est une preuve indubitable qu'elle était saine d'esprit et en capacité de tous ses moyens. Un suicide aurait été plus plausible. Je suis détruit. Je sens un vide insurmontable en moi. J'ai toujours promis à ma fille que je la protégerais comme chaque bon père se doit de le faire. J'aurais donné ma vie à la place de la sienne. J'ai demandé à Dieu, mais il n'a pas accepté cet échange. Je n'aurais jamais pensé, je dis bien jamais, devoir la protéger de sa propre mère. La loi est toujours prête à confier les enfants à la mère, alors que dans certains cas, les pères sont bien meilleurs que les mères. Tout le monde parle de l'amour de la maman, mais personne ne parle jamais des sacrifices du papa. Martina est un monstre. Elle ne méritait pas une fille comme Elena, spéciale et unique en tout. Pour l'heure, Martina est mise en examen pour assassinat aggravé et dissimulation de cadavre. Elle risque donc la réclusion criminelle à perpétuité, l'ergastolo, soit 26 ans de réclusion incompressible, si bien sûr elle n'est pas jugée irresponsable de ses actes. Il y a eu une mise à jour dernièrement sur cette affaire, une mise à jour que j'ai vue lors du montage de la vidéo en regardant sur Quarto Grado. Donc je vous glisse la mise à jour maintenant afin de garder une certaine cohérence au niveau du récit. Sur les enregistrements vidéo de la caméra qui se situe à proximité de son domicile, on voit tout d'abord Martina rentrer très tôt le matin du 13 juin. Elle rentre de chez une amie chez laquelle elle a passé la nuit. Ce matin-là, dans la mesure où la petite Elena avait passé le week-end avec son père, c'est la mère d'Alessandro qui l'avait déposée à l'école. Ok ? Donc dans ces images, on voit Martina rentrer chez elle, puis elle ressort et elle se rend en direction du champ où on a retrouvé le corps de sa fille. Elle retourne chez elle en voiture, puis quelques minutes plus tard, elle en ressort en tenue de jogging et elle retourne au champ. Ça, pour les enquêteurs et pour le parquet, ça ne peut signifier qu'une chose. Si elle s'est rendue à 2 reprises dans le champ le matin même du meurtre, c'était pour y faire des repérages et pour creuser le trou dans lequel elle a ensuite mis sa fille. Donc, c'était prémédité. Elle ne peut plus, en théorie, invoquer le raptus, la folie passagère, puisque là, il y a eu beaucoup trop de préparatifs pour pouvoir invoquer ce motif. La petite Elena Del Pozzo a été enterrée le 22 juin à Catane. Des milliers de personnes se sont déplacées pour lui rendre un dernier hommage. La famille de Martina s'est bien sûr rendue aux obsèques, ce qui est parfaitement son droit, mais la tension était assez palpable. Certains les ont même insultés, puisqu'ils considéraient qu'ils n'avaient rien à faire là. No, no, non si perdona una persona di questa. I bambini non si toccano. Devi morire in carcere! Devi morire in carcere, bastarda! Deve morire! Deve morire! Basta! Schifosa! Assassina! Assassina! Deve morire! Assassina! 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 Ha levato la vita di una bambina innocente! Una madre non uccide la figlia! Vergogna! Assassina! Assassina! Devi morire! Non ti lasciamo in pace! Schifosa! Assassina! 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 Assassina!
À l'heure où je vous parle, les investigations sont toujours en cours puisque le parquet souhaite éclaircir certains points afin de mieux saisir ce qu'il s'est passé ce 13 juin, mais surtout pour comprendre ce qui a pu pousser cette jeune mère de 24 ans à tuer sa fille de 5 ans une après-midi d'été 2022.